Amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. C'est la nuit du sport qui démarre à l'instant. Présent comme chaque mercredi soir sur vos antennes. Au menu, dans la pause actu, ce soir, on parlera tennis avec le tournoi international ITF J30 Douala qui est entré dans sa deuxième semaine depuis lundi dernier. Et puis en athlétisme, la 7e édition du marathon international de Douala est entrée en gare depuis dimanche dernier. Et puis c'est le Kenyan Bennett, Kipkirui Koske, je pense que j'y arrive, qui remporte ce marathon. On tentera de comprendre, de revenir sur l'organisation et puis sur les principaux challenges qui interpellent désormais le comité d'organisation après cette 7e édition. Et puis, dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat de thématiques majeures ce soir, tout d'abord le Ballon d'Or 2024, Rodri sacré, Vinicius Junior, deuxième, logique ou pas, la polémique continue d'enfler au lendemain du sacre du joueur espagnol. MTN Elite One et tout, à quand le début de la nouvelle saison sportive? C'est la grosse question en ce moment, en attendant que la Fédération camerounaise de football se prononce officiellement sur une nouvelle date. Les équipes sur le terrain se préparent, comme on le verra tout à l'heure, avec notamment l'équipe de l'Union sportive de Douala. Nos invités en plateau ce soir, Jérôme Bango, agent de joueur, est avec nous ce soir. Jérôme, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et merci une fois de plus de me renouveler la confiance. Merci ici d'être avec nous ce soir. C'est avec un grand, immense plaisir qu'on reçoit Eliane Nana, la directrice générale de Tara Sport, à la tête de l'organisation du marathon international de Douala. Bienvenue Eliane. Bonsoir Lydie, merci. Bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs de STV et merci de m'avoir invité. Merci d'être là ce soir. Albert Atangana-Fouda, journaliste, est avec nous. Bonsoir Albert. Oui, bonsoir la reine, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de STV. Permettez-moi, comme chaque début d'émission, de rendre hommage à mon ami qui vient de tomber, Nyatanke Bernard, l'homme de tous les combats dans le football. La dernière fois c'était Vincent Onana. Je crois que les cieux vont s'ouvrir pour lui et que son corps va reposer en paix. Merci pour cet hommage Albert Atangana Fouda et puis un journaliste peut en cacher un autre, Georges Bimbe, rédacteur en chef de Radio Sport Info, basé ici à Douala, avec nous. Georges, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je suis très content une fois de plus de participer à cette prestigieuse émission. Comment va RSI? Ça va, on est là. On est là, tranquillement, on essaie de faire notre bonhomme de chemin, en tenant compte également de ce qui est moins bien fait pour essayer de s'améliorer et puis essayer de toujours être là pour nos auditeurs. D'accord. Donc on rentre dans la première partie de cette émission, la pause actu. On va rapidement parler de tennis avec le tournoi ITF J30 Douala qui se déroule depuis plusieurs jours au complexe sportif de Ebok Tennis Academy à Kakesouza, c'est à quelques kilomètres de la ville de Douala. Et depuis lundi, c'est la deuxième semaine de cette compétition. On fait le point sur ce qui s'est déroulé jusqu'ici et aussi les challenges qui attendent de nos jeunes tennisman qui se retrouvent du côté du Kenya en ce moment. On fait le point. Les premiers coups de raclette de la deuxième semaine du tournoi international de tennis junior ITF J30 Douala ont été donnés ce lundi 28 octobre 2024 sur les cours du complexe sportif de Ebok Tennis Academy à Kakesouza, près de Douala. Pour ce premier jour de cette deuxième phase du tournoi, 17 rencontres se disputent, dont 16 en simple garçon et une en simple fille. Chez les garçons notamment, 16 joueurs représentent le Cameroun et doivent valablement défendre nos couleurs en l'absence de notre numéro 1, Daniel Ekango, qui s'est envolé pour le Kenya samedi dernier après avoir remporté la finale de la première semaine de cette compétition en simple et en double. Au Kenya, Daniel Ekango chez les garçons et Charnel Fozo chez les filles vont disputer 2 tournois des J60 et J100 à Nairobi.
Rappelons que les deux finales de la première semaine du tournoi ITF J30 Douala ont été remportées le 26 octobre 2024 par le Cameroun. Daniel Ekango a battu le Tunisien Oussem Kemiri par 6-4 et 6-0 chez les garçons. Je suis très content d'avoir remporté cette première semaine et je me suis battu jusqu'au bout pour obtenir ce que je voulais. Et je félicite aussi à mon adversaire parce qu'il s'est pas mal battu. J'ai été mené 4-2 au premier set, mais j'ai dû suivre comment gérer le match jusqu'au fond. J'encourage surtout mes amis qui vont rester là pour compétir à la deuxième semaine. J'ai beaucoup de courage à eux. Chez les filles, Serena Foku a dominé Lei Oyebok par 6-3, 2-6 et 6-2. J'ai fait la finale contre Oyebok Lee. Elle a été très forte, mais j'ai su gérer le match. La suite, je vais plus m'appliquer pour gagner aussi les 3 autres. En double, la paire Charnel Fozo Lei Oyebok a battu le duo d'Elise Lehmann-Ansop, Ange Guilleteux chez les filles. Bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait, c'est que j'en ai que t'as coupé tout. Donc, si j'avais la chance, je connaissais ce moment poulet. Alors, à simple, tu as perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais fatiguée, vraiment fatiguée. Est-ce que ton adversaire jouait bien par rapport à toi ou Elle jouait vraiment bien. Elle était doucement discouragée et nous doucement arrêtée. Je suis vraiment fière de moi-même, malgré que je n'ai pas eu la coupe en simple. Je me suis vraiment battue en double et pour prendre ma place en fait. Enfin, la paire Daniel Ekango, David Beckles s'est imposée face au duo Ben Youssef, Fadil Zambou. Ce tournoi s'achève ce 2 novembre 2024. Voilà un peu pour ce qui se passe du côté du complexe sportif Oyebok Tennis Academy. C'est à Kaké, Souza, près de la ville de Douala. Peut-être un petit commentaire, Georges Bimbe, sur cette compétition qui réunit quand même des jeunes qui viennent de l'Afrique, des États-Unis, d'Amérique, de l'Asie et évidemment du continent européen. Non, je pense que c'est une très belle initiative. D'ailleurs, le propriétaire de toute cette infrastructure, c'est quelqu'un de... Je pense, c'est le type de personne au Cameroun qui doit pouvoir être accompagné parce qu'il est vraiment en train de recentrer le tennis continental ou même dans la sous-région au niveau du Cameroun à travers... J'ai eu la chance... Les juniors, voilà, en plus, vous savez, chez nous en Afrique, on dit souvent les jeunes sont toujours relégués à la dernière place. Là, ils sont vraiment devant la scène. C'est important en sport de pouvoir travailler avec la jeunesse parce que le temps que les gens ils arrivent à maturité, ils réussissent, ils parviennent à réaliser de grandes performances. J'ai eu la chance de visiter ces infrastructures. Je trouve quand même que là, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très intéressant pour le Cameroun. Maintenant, j'espère qu'il sera accompagné. Je trouve que côté médias, ça se fait déjà. Maintenant, il faut que d'autres entités puissent trouver le moyen d'encourager, d'accompagner et surtout de promouvoir un tel projet parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est un peu le même regard, Albert Taganafouda, par rapport à ce qui se passe de ce côté-là. Disons qu'on était focalisé dans les années passées par Yaoundé, le tennis club de Yaoundé et puis Etoudi chez Yannick Noah. Maintenant, c'est beaucoup plus touristique, sportif et tout à Souza. Et quand on voit la qualité de l'infrastructure, il faut se dire que c'est un grand passionné tennis qui a décidé de promouvoir cette discipline et qui vraiment fait, comme l'a si bien dit Georges Bimbe, qui fait avec la jeunesse. Et c'est important pour notre sport, notre mouvement sportif. Parce que si en football on néglige un peu les jeunes qui se battent tout seuls, au moins lui en tennis il met du sien et je crois qu'effectivement il faut qu'il soit encouragé. Mais est-ce qu'il le fera? Il le sera effectivement. That is the question.
En tout cas, la compétition se poursuit jusqu'au 2 novembre prochain de ce côté-là. Avec Eliane Nana, on va parler athlétisme maintenant. Athlétisme avec la 7e édition du marathon international de Douala qui s'est déroulé dimanche dernier. On aura l'occasion de voir un tout petit peu les images de ce qui s'est passé. Voilà, ça y est. Et au finish, c'est le Kenyan Bennett, le Kenyan Bennett plutôt, qui Koskei. Voilà, je crois que c'est mieux, qui remporte cette 7e édition de la compétition avec un chrono de 2h30 minutes 30 secondes. Il est devant le Camerounais Ali Mohamedou, deuxième, avec après 2h30 minutes et 34 secondes. Ça s'est joué à pas grand-chose. Oui, mais c'est souvent ça. Le peloton de tête, ils vont arriver avec des quelques secondes de différence parce qu'ils se suivent, ils s'observent parfois quand ils courent. Donc oui, habituellement sur le marathon international de Douala, on a toujours vu des chronos assez serrés comme ça sur le podium. Et on a aussi quand même remarqué que le ministre des Sports lui-même était là. Pour le top départ. Oui, bien sûr. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire merci à son Excellence, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, parce que c'est la 3e fois qu'il vient donner le coup d'envoi. Et nous sommes heureux. Voilà. On parlait tout à l'heure que peut-être il y a un peu trop de foot, mais quand les autorités, il y avait le ministre, il y avait le gouverneur, il y avait le préfet, tout le monde était vraiment mobilisé. Il y avait aussi le deuxième adjoint au maire, étant entendu que le maire lui-même il était en voyage, il revenait, et donc il y avait les populations. Donc c'était un peu notre pari quand on avait commencé le marathon en 2017, c'était de dire le Cameroun c'est plutôt une nation de football. On se lance quand même dans quelque chose, pas de périlleux, mais d'assez ambitieux. On verra, je sais pas, dans 10 ans où on en est. Aujourd'hui, c'est à peu près, je crois, entre 5 000 et 6 000 participants, parce que nous avons aussi voulu varier, parce que demander à des Camerounais de faire 42 km, c'est pas facile. 21 km, on peut essayer. Et donc, au marathon, on a 5 disciplines, parce que c'est un marathon qui est inclusif. On a le marathon en lui-même qui fait 195 km. On a le semi-marathon, 21 km. On a ce que nous avons baptisé le marchathon, plutôt la marche sportive, qui fait 10 km et où effectivement toute la foule se retrouve. On a la marche familiale, parce qu'il y a très peu d'occasions où on fait du sport en famille. La marche familiale, c'est un relais 3x3 qui est effectué par le père, la mère et un enfant. Vous avez l'impression qu'on adhère justement, les familles adhèrent. Oui, cette année on avait 100 familles. Donc si vous avez 100 familles, ça fait 300 personnes tout de suite. Donc chacun fait 3 km, il passe le témoin à l'autre. Et après, on a ce que nous avons baptisé le dernier kilomètre, qui est la course pour les personnes à mobilité réduite. Oui, donc, pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, c'est un marathon qui est inclusif. Il faut qu'il y ait le maximum de personnes. C'est vrai, c'est un moment de sport, mais c'est aussi un moment de fête, de vivre ensemble. Et nous, on pense que, vous avez vu les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre toutes ces disciplines-là afin que, les professionnels, les amateurs, les familles, les enfants, que tout le monde essaye de se retrouver. On doit aussi remarquer quand même que pour cette course Eliane et Nana, les différentes catégories avaient différents circuits. Oui, c'était pas les mêmes routes. Oui. Comment est-ce que vous arrivez justement à... Alors, le circuit du semi-marathon est à peu près celui du marathon, sauf que le départ est un peu différent. Le départ du marathon se donne à l'entrée du pont de Bonasama. Oui. Voilà. Nous, on estime que c'est une œuvre camerounaise, peut-être il faut la mettre en valeur. Oui. Et alors que le départ du semi-marathon se donne à la place de Besseke, après ils suivent à peu près le même circuit. Mais le marathon, c'est 42 km, donc c'est le circuit du semi-marathon avec une boucle. Voilà. La marche sportive démarre au même endroit que le marathon et je pense qu'ils font 3 km ensemble.
Et après, ils bifurquent, parce que sinon, on peut avoir... Il y a des marcheurs qui vont tarder, qui peuvent gêner l'arrivée des marathoniens. Il ne faut pas qu'ils se croisent. Dès qu'ils se sont séparés, ils ne doivent pas se croiser. Et le dernier kilomètre, la marche familiale se fait sur le site, sur le village de la compétition à la Besséké. Et c'est pour ça aussi qu'on avait distingué les jours, pour ne pas être trop chargé le dimanche. Vous voyez bien que le marathon, c'est toujours le samedi. On a le semi-marathon et la marche familiale. Et le dimanche, on a le marathon, le marchathon et le dernier kilomètre. Jean Bango, est-ce que vous êtes allé marcher? Non, je n'étais pas disponible, je n'étais même pas dans la ville. Mais je crois que l'initiative est bonne, parce que lorsqu'on parle de l'athlétisme, on se dit quand même que c'est la mère de toutes les disciplines. Hein. Ah ouais. Donc, regrouper déjà en ce jour près de 5000 personnes, je crois que c'est beaucoup. Maintenant, il faut simplement saluer l'initiative et de temps en temps la renouveler pour que les athlètes aussi soient au point. Si on parvient à faire venir les étrangers, c'est une très bonne chose. Et voilà, lorsqu'on dit que le chrono était tellement serré, on se dit quand même... le premier et le deuxième, voilà, 4 secondes d'écart. On se dit que si... j'espère que le deuxième était camerounais, parce que si le premier était kenyan, on sait que c'est les champions en Afrique dans cette discipline, peut-être dans le monde même. Donc si un Camerounais a pu s'accrocher dans ce chrono-là, on ne peut que remercier l'initiative et le mettre le second là en activité pour que les prochaines éditions qu'il challenge ceux qui pourront venir du côté de Cameroun. Ça veut dire que c'est possible quand même, à 4 secondes d'écart à la prochaine édition, c'est possible qu'il puisse se retrouver à la première place sur le podium, Président. Ben, ça fait longtemps que les Kenyans gagnent toujours. Hein. J'ai eu à faire la marche de Bonasama au lieu de la fête là-bas. Ben, je n'ai pas été récompensé, je n'ai pas gagné. Cette année-là, je n'ai pas gagné. Nous, c'était un peu pour faire un peu de sport, la marche sportive. Donc, je dis, Madame Nana dit qu'il y avait le ministre, avec toutes les autorités, parce que ça dépend du projet et de la crédibilité du projet que vous présentez aux autorités et à tout le monde. Quand c'est crédible, les gens arrivent. Et comme ce n'est pas la première fois, donc les gens sont habitués à être là, c'est une sorte de fête sportive. Je crois que c'est une bonne chose. Les Camerounais ont intérêt, parce que c'est bien de gagner l'ascension de Mont Cameroun, parce que c'est une spécificité camerounaise, mais maintenant, le marathon lui-même, il faut qu'il fasse beaucoup plus d'efforts, qu'ils puissent s'entraîner, qu'ils aillent dans d'autres marathons internationaux pour pouvoir évaluer leurs chances de gagner ici sur place. Donc, moi, j'ai toujours vu les Kenyans gagner à monsieur comme à dame. Donc, il faut que les Camerounais et les Camerounaises fassent beaucoup d'efforts. Hein. Ouais. Alors, juste un petit bémol, merci déjà d'avoir pris part, d'avoir vécu l'expérience. Mais en 2018, nous avons un Camerounais, Justin Fouami, qui avait gagné. Et qui avait gagné comment? Parce que Tarasport, c'est vrai, on fait l'événementiel. Vous parliez du tennis tout à l'heure, on a beaucoup fait le tennis. Avec Mima Youth Open, on a fait venir des jeunes de partout d'Afrique pour venir jouer. Bon, voilà, ça c'était un autre projet. On y est toujours, on va reprendre. Mais sur l'athlétisme, en 2018, on avait travaillé avec Justin Fouami, qui est un coureur camerounais qui a un bon palmarès. Et nous, on l'avait envoyé au Kenya. Stage. Il a passé 7 mois et il est revenu et il a gagné. Voilà. Après, il a gagné à Abidjan. En stage au Kenya? Oui, au Kenya. Parce que là-bas, c'est le maître, là. Tout à fait. C'est important. Donc, ça. Il a gagné en stage au Kenya. En fait, je parle particulièrement de son expérience parce que c'était pour ramener ça à l'expertise, finalement, des Kenyans. Mais l'année dernière, on sait aussi qu'il y avait Franck Choupin qui avait gagné. Bon, on avait dit que oui, il n'y avait pas de Kenyans, tout ça, mais ça n'enlève rien à sa victoire. Hein. C'est quand même toujours 42 km qu'il faut parcourir. Oui, donc, effectivement, nous, on est promoteurs de l'événement, on travaille sous la tutelle, bien sûr, qui est le ministère des Sports, avec les fédérations. Après, je pense que la mise en valeur des athlètes, c'est un peu plus le travail je pense, des fédérations, voilà, pour dans quelles conditions, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour les accompagner. Vous parliez tout à l'heure
de la problématique d'accompagnement des équipes de football avec les entreprises qui ne veulent pas nécessairement y aller. Je pense que les athlètes aussi doivent savoir comment se valoriser. Vous êtes agent de joueur, c'est travailler sur un book, aller voir une entreprise et dire écoutez, je peux. Aujourd'hui, on voit une entreprise de la brassicole de la place avec notre athlète. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'il faut aller. Après, est-ce que les entreprises veulent toujours avoir des stars? Donc, c'est des projets qu'il faut penser. Voilà, peut-être avant de revenir à vous, Georges Bimbe, sur ce marathon international de Douala. Vous étiez là-bas Non, j'avais une équipe là-bas, mais malheureusement je ne pourrais pas parce que je suivais autre chose. Mais non, je partage l'avis de tout le monde, c'est une bonne initiative. Je pense juste qu'il faudrait qu'on puisse davantage, et je pense qu'ils le font depuis déjà le départ. On sent que ça prend de l'épaisseur. Je pense que c'est une bonne initiative, tout simplement. Et les difficultés, quand même, Eliane Nana, c'est la 7e édition. On imagine que ça n'a pas toujours été un boulevard facile. Il y a c'est le président qui disait qu'il n'avait pas été récompensé. Mais il y a aussi eu, on se rappelle, c'est la sortie de cet athlète-là qui revendiquait un certain nombre de choses et qui estimait que voilà, le comité d'organisation n'a pas tenu sa parole. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Ça, c'était l'édition 2023, effectivement. Et ça ramène une question. J'espère qu'on fera vraiment une émission là-dessus parce que ça pose un problème dans l'environnement sportif camerounais qui est la problématique du sponsoring. Voilà. Dans certaines entreprises, le sponsoring est considéré comme si c'était la mendicité. Non, c'est une vraie activité de communication. Ailleurs, on voit bien les milliards qui sont dépensés pour acheter des droits à gauche, à droite. Donc en 2023, on a eu simplement, à un mois de l'événement, on a un gros sponsor qui nous dit que pour X, Y raison que je tairai ici, il ne pourra pas nous accompagner. Quand vous faites un événement, vous faites quand même sur la base d'un budget. À 10 jours de l'événement, vous avez un sponsor, j'ai envie de dire, crucial, qui doit vous mettre à disposition des éléments indispensables à la compétition, qui vous dit qu'il ne peut pas. À ce moment-là, on s'est posé, il y avait juste 2 questions à se poser. Est-ce qu'on annule la compétition ou est-ce qu'on la tient quand même? Donc, il a fallu se réorganiser et dire, OK, on ne va pas annuler la compétition alors qu'on a passé 6 mois à communiquer, on a mobilisé tout le monde, on avait des athlètes étrangers qui étaient déjà dans la ville, on a dit, bon, écoutez, on ne va pas refaire les choses à la camerounaise, et on a tenu à faire la compétition. Et à la fin de la compétition, heureusement, quand on a vu les gagnants, je me suis dit, heureusement, c'était des Camerounais. Et en l'occurrence, c'était cet athlète que Tarasport, je tiens à le signaler, que nous avons accompagné en matériel et financièrement. Lors de la préparation du Mont Cameroun, c'est nous qui avons tout payé. En termes de matériel, on l'a équipé. Donc, on a expliqué pour dire, OK, il y a eu quelques soucis, nous sommes entre nous, les primes pourront être payées plus tard. Ils ont dit oui. Donc, après, entre le temps de paiement de vos sponsors et de ceci, il y a des décalages. Et comme on comprend, c'est des jeunes qui sont confrontés à des difficultés. Après, pour d'autres raisons, X ou Y raisons, il a fait cette sortie-là, les autres n'ont pas fait. Bon, en tout cas, aujourd'hui, le problème est réglé. Il est rentré en possession de ses primes. Et donc, nous nous sommes réorganisés. Ça a eu, on dit à quelque chose, malheur est bon. Les autorités ou bien les pouvoirs publics qui ont compris finalement la problématique, et certains ont revalorisé leur appui au marathon, d'autres aussi sont entrés dans la danse, mais tout ça c'est une mayonnaise qu'il faut bien agencer pour que ça prenne. Et donc aujourd'hui il n'y a plus ce problème-là. Voilà. J'aurais aimé qu'ils viennent défendre ses chances lors de cette édition-ci, mais malheureusement il n'était pas là. C'était peut-être la seule grosse difficulté que vous avez eue. Alors en 2023 c'était ça, c'est difficile, c'était des partenaires, bon, je ne les qualifierais pas d'irresponsables. Ailleurs, ça aurait donné lieu à des procès retentissants. Parce qu'on ne laisse pas tomber les gens comme ça à quelques jours de la compétition. Pour une compétition internationale, ça ne se fait pas. Mais bon,
on a su être une entreprise, les entreprises qui suivent, c'est des entreprises agiles. Il faut savoir retomber sur ses pas pour pouvoir repartir. On a tiré les leçons, mais ce que j'ai envie de vous dire, Lydie, c'est qu'aucune édition n'est identique à l'autre. On est dans l'événementiel, vous aurez toujours ça qui ne marche pas, ça qui ne marche pas. Par chance, au sorti de cette édition, on est rentré dans le processus d'homologation de la Confédération africaine d'athlétisme qui a été effectivement mis en pratique à cette édition-ci, puisqu'il y avait deux éléments majeurs. On avait le chronométrage électronique, vous avez vu l'équipe tunisienne qui était là, c'était obligatoire, un chronométrage électronique avec 3 points de contrôle dans la ville que les athlètes ne connaissent pas. Et ensuite, il y avait le dispositif du test antidopage. Voilà, comme toutes les compétitions internationales. Après, on a appliqué ça au podium du marathon. C'est qu'une fois qu'ils sont arrivés, on va faire des prélèvements, on fait des analyses. Et si les résultats sont en fonction des résultats, le podium sera confirmé ou infirmé et derrière suivre les paiements. Et le cabinet qui a réalisé ce test-là, c'est un cabinet camerounais, M. Nzana, voilà, au Calut, qui est bien connu dans le milieu du sport. Dans le milieu du sport, voilà. Et donc, je pense que dans une dizaine de jours, il nous donnera les résultats. Et puis, ce sera confirmé ou infirmé. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans tous les marathons dans le monde. Et comme on a dit, on est dans un processus d'homologation qui est d'ailleurs fini même déjà. Et l'année prochaine, le cahier des charges ira crescendo. Donc, effectivement, vous avez raison. Il faut se mobiliser, que ce soit auprès des entreprises, que ce soit auprès des pouvoirs publics. Ils le font déjà. Je dis donc merci au pouvoir public et à tous nos partenaires entreprises qui nous accompagnent. Mais la reine, je ne comprends pas. Ce n'est pas seulement spécifiquement lié à l'athlétisme, au marathon, mais chaque fois qu'il y a un grand événement sportif au Cameroun, c'est toujours ce genre de problème avec les partenaires, avec les sponsors. Moi, je sais qu'au niveau international, les budgets sont bouclés au moins 6 mois avant. Sinon, ça ne marche pas. Mais quand c'est des compétitions crédibles, les sponsors viennent, ils sont même demandeurs et débloquent l'argent ou tout ce qu'il faut avant. Il faut 6 mois avant, parce que sinon, s'il faut attendre 10 jours pour se désengager, mais c'est même très, très grave, parce que ça milite contre la jeunesse, ça milite contre le sport camerounais, ça milite même contre le Cameroun, parce que lorsqu'il y a des déclarations, des sorties comme celle de cet athlète-là, ça n'en fait pas bien. Donc, oui, nous en avons pris un bon coup. Donc, on est resté professionnel parce qu'on aurait pu mettre ces entreprises sur la place publique. Bon, nous, on est resté professionnel, on va gérer ça tranquillement. Mais effectivement, il faut un véritable débat sur le sponsoring. Les entreprises qui s'engagent, il faut qu'elles sachent que ce n'est pas un engagement à la légère. Sur la base des engagements qu'on prend, d'abord qu'elles commencent à donner des contrats aux agences. Voilà, c'est pas toujours un contrat 1 an, c'est souvent des contrats de 3 ans, de 5 ans. Ça permet de planifier, ça permet de s'organiser avec la banque. Pas que la plupart des organisateurs des événements, il faut toujours courir à gauche, à droite, essayer de rafistoler, tout ça. Et après, à la sortie, effectivement, on a parfois des événements qui sont bancals, simplement parce que de l'autre côté, c'est pas qu'il n'y avait pas la volonté, mais simplement que tout le dispositif financier... Surtout qu'il y a la caution du gouvernement, avec la présence du ministre et de toutes les autorités. Vraiment, ça devrait être clean. Alors, tout à l'heure, Eliane, vous parlez de l'homologation au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme. C'est un pas important. Oui. J'imagine que vous avez franchi avec ce marathon. Oui, bien entendu. C'est quelque chose, ça faisait partie de nos objectifs. Il y a d'autres objectifs. Et une fois qu'on est entré là, après, vous savez, il y a des catégories. Une fois qu'on est entré là, il faut confirmer. Par exemple, l'année prochaine, il faudra que l'organisation, par exemple, invite sur son propre budget des gens qui font des coureurs qui font partie, par exemple, du top 30.
ça, ça vient renchérir le budget d'organisation. Il faut le faire. Et à côté, d'ailleurs, on a des problématiques de sécurité. Le parcours doit désormais être complètement verrouillé. On ne peut pas avoir un parcours avec des taxis, mototaxis, etc. On peut vous disqualifier rien que sur des choses comme ça. C'est les autres coureurs qui sont... Et quand on vous dit qu'ils sont déjà top 30, on peut avoir un 5e qui débarque et là, il voit ça, il dit, mais vous me mettez en danger, par exemple. Voilà. Et puis, c'est aussi pour nous l'occasion de mettre la ville en évidence. Donc, oui, on franchit un pas. Après, il y a la World Athletics derrière pour être élite. C'est possible. C'est possible. Et comme vous le disiez, avec l'appui des pouvoirs publics et puis maintenant aussi l'appui des partenaires qui ont été sensibilisés. On a toute une organisation qu'on va mettre en place désormais. Si on vient au marathon, on vient pour 3 ans, on vient pour 5 ans pour construire ensemble quelque chose de solide. Et aussi maintenant après l'appui de la Fédération camerounaise d'athlétisme parce qu'après sur la partie technique, c'est eux qui gèrent cette compétition-là avec la Confédération. Sur cette édition, nous avons travaillé avec M. Aziz Daouda qui avait été désigné par la Confédération africaine d'athlétisme et c'est lui qui était là comme, je pense, délégué technique lors des Jeux africains d'athlétisme. Donc nous avons travaillé, il nous a prodigué beaucoup de conseils et donc dès la fin, on a clôturé là, on va recommencer à travailler pour pouvoir améliorer la compétition sur la prochaine édition. On comprend que les objectifs sont énormes par rapport à cette compétition. Cette année marquait quand même la 7e édition de ce marathon. Quel bilan, si on peut le dire ainsi, de manière générale, est-ce que vous faites de ce marathon? En tout cas, nous les organisateurs, on est plutôt très satisfaits. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait placé ce marathon sous 2 axes majeurs. Le premier axe, c'était que le marathon s'engageait désormais dans la sensibilisation et l'information sur des maladies. Et nous avions choisi des maladies comme le cancer. C'est ça que vous voyez, je suis en rose. Octobre rose. Voilà. C'est pour ça que nous, on était en rose. Et puis vous aviez parlé des coureurs qui avaient des différents maillots. Ça correspondait à des maladies. Donc tous ceux qui étaient en rose, c'était ceux qui avaient choisi de courir pour la prévention, l'information, la sensibilisation autour du cancer du sein, mais en général c'est tous les cancers. Et puis il y avait l'hypertension, les AVC, toutes les maladies cardiovasculaires. Celles qui avaient choisi de se positionner dessus, c'est les courants en rouge. Et il y avait l'autisme aussi qui court en bleu. Et la drépanocytose, c'était dans les maillots blancs. Donc on proposait aux gens de dire, je cours en blanc, donc je cours pour la lutte contre la drépanocytose. Et on avait aussi un village médical où les gens pouvaient avoir des informations sur ces maladies-là. Puis aussi, vous avez vu que le slogan du marathon cette année, c'était « Mon marathon, ma santé ». Et le deuxième axe pour cette année, c'était donc la consécration internationale avec tout le dispositif de la Confédération africaine d'athlétisme qui commence à se mettre sur pied avec le chronométrage, le test antidopage et la présence d'experts internationaux. Et donc forcément la supervision technique de la Confédération africaine d'athlétisme, on l'annonce pour l'année prochaine déjà. Oui, déjà on a travaillé avec Aziz qui ne peut pas être là, mais sur cette édition, véritablement, on a bien travaillé. Les officiels qui étaient là étaient en liaison avec lui. On a organisé ça, combien d'officiels, où, en sachant que quand on a un chronométrage électronique, ça réduit aussi la marge d'erreur humaine, parce que c'est avec des points de contrôle, comme j'ai dit, sur tout le parcours. Si vous faites une partie du parcours et que vous ne passez pas à un autre parcours, ça va signaler. Il ne faut pas oublier que dans les années antérieures, on a eu énormément de contestations sur le classement. Les gens disaient oui, mais tu ne peux pas arriver avant moi. Oui, mais on a dit bon, c'est pas possible. On ne peut pas organiser une telle compétition et à la fin, il y a pratiquement des bagarres pour les problématiques de classement. Donc c'est pour ça qu'on en arrive là. Donc moi, je suis plutôt satisfaite sur la partie organisation. Vous savez, si vous faites un semi-marathon et un marathon et qu'il n'y ait pas d'incident, quand je dis incident, c'est quelqu'un qui tombe, qui se retrouve à l'hôpital, on peut aller jusqu'à la mort. C'est déjà réussi au moins à 50%. Sur le reste, vous avez vu la foule qu'il y avait. Voilà, rien n'étant parfait.
on prend note des observations qui nous ont été faites et on les adressera lors de la prochaine édition. Alors, Président Atarana Fouda, vous qui avez couvert même pas mal de compétitions, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou en Europe, finalement, dans ce marathon, il y a de tout. Le sport, la santé, l'aspect familial aussi, si on s'en tient par exemple à cette marche familiale, la présence de 100 familles, comme disait Eliane cette année, ce sont des facteurs importants, pas seulement pour participer à un événement sportif, dans le fond. Oui, c'est très important. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le dernier kilomètre avec les personnes à mobilité réduite. Ah oui, ça me marque parce que beaucoup de Camerounais croient que dès qu'il y a un petit handicap, c'est fini pour eux. Alors que, comme là c'est bien signalé, Madame Nana, il y a les Paralympiques. Et moi, depuis que j'ai commencé à suivre les Paralympiques, vraiment, quand quelqu'un à mobilité réduite vient vers moi pour me demander quelque chose, je ne peux pas lui donner parce que je me dis que si d'autres peuvent faire des efforts, comme au niveau paralympique, pourquoi pas ici? Il y a d'autres reportages où on voit des gens des handicapés faire des choses incroyables. Donc, je félicite les organisateurs par rapport à ce dernier kilomètre pour les personnes à mobilité réduite, parce que ça englobe déjà ce volet santé. Ça veut dire que ce n'est pas forcément quand on est en très bonne santé totale qu'il faut courir pour faire du sport. Donc, vraiment, mettre ce thème-là, sport, santé, c'est très important, parce que nous, surtout en Afrique, on ne fait pas souvent le lien. On vit notre vie au quotidien sans savoir qu'il faut faire du sport, même si c'est le minimum. Parce que si tu n'es pas en santé, tu ne peux rien faire d'autre. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important, ce lien-là, sport-santé. Donc, les organisateurs sont à féliciter. Peut-être on devra s'attendre à d'autres facteurs aussi qui vont peut-être s'ajouter, puisque là, vous faites bien de parler de marathon inclusif, hein, là on comprend maintenant. Oui, parce que finalement, tout le monde a sa place, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, qu'on soit une personne à mobilité réduite, vous avez votre place au marathon. Et c'était ça notre idée. L'idée, c'est de dire, bon, on n'est pas des runners dans l'âme, mais si on commence à dire à quelqu'un, bon, marche 10 km, il va marcher 10 km, peut-être que dans 3 ans, il voudra faire un semi-marathon. Aujourd'hui, on a le nombre de semi-marathoniens qui ne cesse d'augmenter, parce que maintenant, les gens osent en disant, OK, on va essayer de se préparer pour faire un semi-marathon. Vous savez, ailleurs, il y a beaucoup de gens qui rêvent de faire le marathon de Paris, le marathon de New York, c'est pratiquement le marathon de Boston, Berlin. Donc, pourquoi pas, non? C'est moins cher, on marche, on a juste à mettre des baskets et courir. Alors, Jérôme Bango, peut-être avant de sortir de ce sujet, est-ce que ça vous arrive quand même de penser qu'en dehors des joueurs de foot, hein, vous êtes agent de joueur, vous pouvez aussi, peut-être, pourquoi pas travailler avec des athlètes? C'est vrai, l'idée que j'y pense pas encore. Vous savez, lorsqu'on parle des autres disciplines, on se dit peut-être que là-bas, l'accès aussi à des athlètes n'est pas facile. Donc voilà. Mais là, c'est des sports individuels. C'est plus possible même de faire émerger un athlète parce que individuellement, il est là. Autour de lui, c'est pas une grosse équipe, comme au football par exemple. Donc c'est possible. Mais il faudrait tout simplement louer l'initiative. Hein, parce que faire une organisation pareille, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de temps. Et surtout lorsqu'on sait qu'au niveau du Cameroun, les sponsoring, on ne les trouve pas au bout de la rue. Il faudra tout simplement être beaucoup volontaire. Je crois que c'est à encourager. Et puis, voilà, peut-être que plus tard, comme venait de le signaler Madame Nana, si jamais une société brassicole a accepté d'accompagner un athlète qui est au sommet de l'athlétisme camerounais, pourquoi pas faire des autres propositions. Mais on sait que, comme je le disais tantôt, les athlètes, c'est le rêve.
c'est d'aller courir peut-être le marathon de New York, de Boston et autres, de pouvoir se frotter au plus grand. Donc voilà un tout petit peu le challenge de ceux qui sont du côté du Cameroun. Et déjà merci, parce qu'il faut dire que les meilleurs, lorsqu'ils sont remis peut-être au comité national olympique ou alors aux différentes fédérations pour pouvoir les suivre et pour l'intérêt du Cameroun, je crois que c'est une bonne chose et il faut tout simplement renouveler comme vous le faites de temps en temps. Maintenant, je n'ai pas eu à parler du tennis, mais je dis par rapport à ça aussi, c'est une très bonne chose du côté de Kaké, parce qu'il faut dire, tout comme l'athlétisme, le bonhomme se fait des pieds et des mains pour que le Cameroun revienne, ce Cameroun avec le tennis mondial. Alors je voulais juste compléter, si vous permettez, le propos de Jérôme. Le prochain objectif aussi que nous visons, c'est, et d'ailleurs il y avait des observateurs sur le terrain, c'est un partenariat avec le marathon de Paris, de Dubaï. La mairie, la communauté urbaine parlait d'un partenariat aussi avec le marathon de Berlin. Ça veut dire que le marathon de Douala devient un marathon où on obtient les minima pour aller dans ces marathons. Ça c'est important ça, sur le plan sportif. Pour les marathoniens camerounais qui ne peuvent pas trop voyager, ils peuvent déjà se battre pour avoir des bons scores au Cameroun et partir. Pour revenir au tennis, on l'avait fait aussi quand on a fait le BGF Fino à Tours pendant plusieurs années. C'est parce que pour se déplacer, aller faire un match futur ou bien challenger le tennis à l'étranger, ça coûte trop cher. Et nous, on s'était dit, ok, on va plutôt les ramener un peu ce que Joe fait à Kaké avec les jeunes. Nous, on avait fait avec les seniors. Et voilà, en 2018-2019, on a vu des joueurs classés débarquer au Cameroun et qui permettaient donc aux Camerounais de voir quel est réellement leur niveau. Mais il faudrait aussi qu'ils adhèrent au discours, qu'ils adhèrent au projet, parce que peut-être qu'ils viennent au marathon sans cette ambition-là. Parce que s'ils viennent au marathon avec cette ambition d'avoir les minimums pour aller et compétir plus haut à l'international et se faire accompagner peut-être par l'État ou par la fédération, je crois qu'ils viendront avec plus de niaque et plus d'ambition. D'autres ambitions. Voilà, pour pouvoir... C'est ce qu'on disait. Après, quel est le dispositif que la fédération met en place ou le comité national olympique pour les accompagner? Parce que on a eu des Kenyans ici un peu pendant 7 jours, bien quand Justin nous a fait le compte rendu de comment ils vivaient là-bas. C'est dur, dans la journée ils font peut-être 50 km, le matin on va d'abord faire 30 km, on revient, on se fait masser. Heureusement la nourriture n'est pas très chère parce que c'est des gens qui mangent beaucoup ça m'avait étonné, de conchap, maïs, haricots, parce que c'est des aliments qui sont riches en énergie à libération lente dans le corps, parce qu'ils ne mangent jamais du riz. Je fais du riz 5 km après je suis mort. Donc ils mangent ce genre de choses, beaucoup de légumes, tout. Donc on pense qu'on peut avoir ici à l'extrême nord ou à l'ouest Cameroun, ce sont des zones géographiques qui se prêtent à la fabrication, excusez-moi du terme, pas dans l'industrie de champions. Donc après, tout comme on a dit, c'est quel est le dispositif qu'on met en place pour pouvoir identifier les meilleurs, les pépites et puis les mettre de côté pour le suivi. Josh? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je regarde tout ça de près et je pense que c'est de bonnes initiatives. En réalité, on manquait un peu de ce type d'initiative pour essayer un peu de décrocher avec par une vision moment. claire, Voilà, les ambitions et surtout pour bien essayer de définies. décrocher un peu du football, parce qu'on sait que chez nous, c'est un peu comme l'opium du peuple. Et il faut avoir cette diversité, il faut avoir cette capacité à pouvoir être présent dans tous les domaines du sport. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative et puis il faut simplement tout faire pour que les choses aillent de l'avant. D'accord, on va donc terminer, Eliane Nana, sur ce sujet. What next pour la suite? What next? Nous, on prépare les rapports. Vous avez dit, on rencontre les entreprises pour les budgets. Il faut savoir que Tarasport, c'est pas que l'athlétisme. Enfin, on est organisé en univers. On a l'univers athlétisme avec plusieurs compétitions. Et Kidel, c'est la compétition que nous faisons pour les femmes lors du 8 mars. Voilà. Les Cameroun Athletic Challenge, qui sont un peu les mini-marathons. L'idée, c'était ça, c'est d'amener dans plusieurs. Je crois qu'on part dans 4 villes. Voilà. Et on boucle, en fait, on ferme la boucle avec le marathon international de Douala en octobre. Ça, c'est la partie de l'univers athlétisme. On a l'univers tennis, parce que c'est début 2015 qu'on avait commencé avec le Mima Youth Open, qui est un tournoi de jeunes, on a fait à peu près 7-8 éditions, avec plusieurs compétitions également. On a l'univers basket, au mois d'août, où on réunit, je pense, les meilleurs U18 de toutes les régions du Cameroun, on les accueille
voilà, à Yaoundé, au village Noah, pendant 4 jours. Ils sont logés, nourris, on paye tout, vraiment transport, tout avec leur coach. Et ils passent 4 jours à faire des ateliers, à faire des compétitions. Cette année, l'année dernière, on avait 2 scouts américains qui étaient là pour essayer de voir, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que la présence de Joel Embiid, de Pascal Siakam, je crois qu'il y a dans le top 10, les Américains qui sont les gens, enfin, ils font beaucoup de prospectives, ils disent mais attends, c'est pas normal, comment 2 joueurs comme ça, ils sortent d'un même pays, ils disent mais il y a certainement quelque chose à faire là-bas, donc ça les intéresse énormément de venir regarder ce qui se passe. Donc voilà un peu le panel des activités. Donc on prépare tranquillement la fin de l'année et le démarrage de l'année prochaine, mais déjà il faut liquider tout ce qui avait trait au marathon afin de sortir. D'accord, merci en tout cas pour toute merci à vous. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir cette précision. On va évoluer avec une autre information sur le foot rapidement concernant la colombe sportive du Jaël Lobo, auréolée de son récent titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun. La colombe a effectué une tournée afin de présenter son trophée aux populations de la région du Sud ainsi qu'aux autorités administratives. On va pouvoir voilà ces images-là du côté de la région du Sud, à Ebolova notamment. Et on peut voir l'entraîneur, les joueurs. Ils étaient chez le gouverneur de la région du Sud, Félix Nguélé, pour justement présenter ce trophée. Alors, Georges Bimbe, la colombe, sacré vainqueur de la Coupe du Cameroun, et voilà, c'était important d'aller quand même présenter ce trophée. C'est historique quand même ce qui arrive à cette formation. Oui, effectivement, c'est historique et je pense que cette équipe entre un peu en droit ligne avec moi, ma vision en réalité de ce qu'on peut faire pour que nos clubs se développent. C'est pas ce qui se fait peut-être sur le plan mondial, mais je trouve que ça intègre nos réalités. C'est-à-dire c'est une équipe qui est soutenue beaucoup plus par l'élite du Sud. Ouais. Généralement, il y a pas mal de ministres qui sont en fonction, qui sont derrière cette équipe, mais c'est surtout une équipe qui représente une région, la région du Sud. Et on voit très bien, pour ceux qui ont suivi le championnat cette saison, que c'est une équipe qui avait la puissance financière nécessaire pour pouvoir faire un certain nombre de choses, et qui n'est qu'au début d'un projet, mais qui a déjà commencé par une Coupe du Cameroun. Je pense que c'est l'un des favoris pour le prochain championnat à venir. Et je me souviens, parfois je suis arrivé ici et j'ai dit, moi, de mon point de vue, je le dis comme ça fatalement, pour qu'on améliore la situation financière de nos équipes, il faut déjà les diminuer. On y reviendra tout à l'heure, c'est qu'a commencé à faire la fédération, mais il faut surtout aller vers autre chose, c'est-à-dire une région, une équipe. Toutes les forces vives d'une région mobilisées autour d'une équipe. Ça donne ce que ça donne avec la colombe. Malheureusement, je sais que chez nous, pour des intérêts personnels et des ambitions personnelles, après on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'avoir des ambitions à la fois politiques et autres. Certains refusent cette logique, mais on oublie surtout que dans les années antérieures, au-delà de ce que certaines entreprises faisaient en recrutant certains joueurs au sein de leur société, il y a que certaines équipes appartenaient à des communautés. Et des gens se mettaient ensemble pour, par exemple, si l'Union a eu toute la trajectoire que l'Union a eue, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ensemble au bout d'un moment. Mais on a très vite vu que pour des intérêts d'ordre politique, d'ordre personnel et autres, chacun a décidé d'aller faire un peu son petit, sa petite équipe à côté. Et ça nous a amené dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Je suis désolé, quand je vois une région de l'Ouest où on a près d'une dizaine de clubs, c'est normal qu'après on ait des problèmes, on ne peut pas payer les salaires, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. On se retrouve avec autant de problèmes. Voilà la preuve par deux d'une équipe qui appartient à une région et tout le monde voit en réalité ce qui est en train de se passer. Pas de problème de salaire. Les joueurs sont bien logés et tout se passe presque bien. Regardez le bus, il n'est pas intéressant, il n'est pas beau à voir ce type d'image d'un club de notre championnat. Donc voilà, les choses simples.
peuvent nous permettre de sortir d'un certain nombre de choses. Mais non, parce que les gens, ils ont des combats à la fois politiques, ils ont des ambitions ailleurs, ils ont des intérêts ailleurs. Ils nous amènent dans cet imbroglio et ça donne malheureusement ce que nous, on aime moins voir au sein de nos équipes. Donc, c'est de belles images. Là, on revient dire merci à des forces vives qui ont poussé et qui ont géré l'équipe tout au long de la saison. On va rapidement écouter la réaction du gouverneur de la région du Sud, Félix Nguéné par rapport à ce sacre de la colombe sportive du Djailobo. Et il faut dire que cette équipe est en réalité une situation de vivre ensemble, qui n'est pas le fait de la terre. Parce qu'il n'y a pas que les fils de Sud qui jouent dans cette équipe. Et il y a les fils qui viennent de plusieurs régions du pays. Le Sud, en réalité, effectivement, le laboratoire d'expérimentation de vivre ensemble. Il faut continuer. Les défis encore plus grands nous attendent. Et la dynamique qui a prévalu lors de la victoire doit continuer pour le soutien de l'équipe pour les échéances à venir. Voilà, c'est la réaction du gouverneur de la région du Sud. Peut-être un commentaire, Albert Atanganafouda, vous étiez en train d'écouter un peu le raisonnement de Georges Bimbe par rapport au fait que ce serait peut-être important que les régions puissent s'arranger et présenter une seule équipe, par exemple, en championnat d'élite. D'accord ou pas avec ça? Difficile, parce que on se souvient... un ministre de la République qui avait proposé cela, faire par exemple Douala 1, Douala 2, Douala 3, Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3. Il a été pratiquement honni par les sportifs qui n'entendaient pas ça parce que, comme c'est Bimbe qui l'a dit, les équipes étaient autour des communautés. Par exemple, vous ne pouvez pas dire... Canon de Vogada, non, mais on va te jeter les cailloux. C'est Canon Vombi, Nkondongo. Donc c'est un peu ça. Bon, concernant une tournée comme celle-ci, Canon a eu à le faire en 1971, lorsqu'il a gagné la première Champions League. C'était dans tout le centre-sud. Ils allaient dans des villes ou des villages faire des matchs contre les équipes du coin. J'ai même eu à jouer à Conon contre le Canon. Vraiment, c'était très bien, il y avait du monde. Donc, Mbimba a totalement raison. Mais à Douala, la région du littoral, c'est difficile. Même si Paris à Paris Saint-Germain, il y a aussi Paris Football Club, il y a d'autres équipes. Oui, donc vous voyez, Barcelone a plusieurs équipes. Donc c'est difficile qu'une seule région comme le littoral ou le centre, qu'il n'y ait qu'une seule équipe, alors qu'au-delà des ambitions politiques et autres, le Cameroun a tellement de communautés que certains ne vont pas se sentir à l'aise dans les équipes des autres. Ce qu'il a dit aussi est vrai pour l'Union de Douala. C'est pratiquement toute la région de l'Ouest qui était derrière l'Union de Douala, ici à Douala. Mais après un temps, il a fallu qu'il y a eu éclatement. Tous les grands dirigeants de l'Union sont allés faire leurs équipes. Une équipe à Batié, une équipe à Baham, une équipe un peu partout. Donc vous voyez, aujourd'hui, l'Union n'est plus l'équipe aux millions de supporters. Il y a aussi le fait que la nouvelle structure des conseils d'administration et tout, le plus petit supporter ne se sent plus très concerné par l'organisation de l'équipe, en dehors d'aller au stade et soutenir. Mais sinon, je continue de dire qu'il faut restructurer les équipes d'abord et ensuite il faut des moyens de financer. Ces moyens vont venir d'où? C'est aussi ça le problème. On a plusieurs sociétés qui sont crédibles, qui financièrement parlant, qui peuvent soutenir ce football. Il suffit qu'il y ait une volonté politique du haut, parce que c'est pratiquement des sociétés parapubliques qui dépendent donc des pouvoirs publics. Et pourtant, avant, on avait connu, il y a la société brassicole et brasserie qui avait
Top Tarzan Motengene, qui avait une équipe, il avait formé plusieurs équipes avec leur marque de boissons. Et malheureusement, à un moment donné, ils ont tout arrêté pour faire autre chose. Mais je dis, beaucoup de sociétés peuvent prendre en charge en réduisant le nombre de clubs. Hein, ça fait qu'on se concentre tous dans les meilleurs au championnat d'élite et ça va permettre à certains sponsors, à certains partenaires, aux opérateurs économiques d'y mettre les moyens. Comme ça, ça va avancer. En tout cas, pour le président, ça semble être très compliqué. Non, évidemment que sur... Évidemment que mise en place... C'est clair que... Dans des régions reculées, c'est possible. La faisabilité, évidemment, il a raison. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire facilement. Parce qu'on a encore... dans nos pays, on est fondamentalement ancré sur nos communautés. Maintenant, il faut bien peut-être aussi expliquer aux gens qu'on ne parle que de football. Et qu'en matière de football, à un moment donné, si c'est le TKC qui est en première division et que malheureusement, et ce n'est qu'un exemple, et le Canon Yaoundé est peut-être en région, ceux du TKC qui sont originaires du TKC, puisqu'on est dans la région du centre, peuvent aller soutenir le Canon Yaoundé. C'est ce qui s'est passé à l'Ouest avec l'Union. Avant, bien sûr, l'éclatement. Tous ceux qui étaient autour de l'Union n'étaient pas forcément originaires d'un même village. Mais c'est parce qu'on avait une équipe qui représentait une région qui était la région de l'Ouest. Et on a vu comment ça a marché jusqu'à une certaine période. Donc, aujourd'hui, mais que fait la Colombe? La Colombe ne refait que ce que l'Union a fait il y a de ça quelques années. Toutes les élites originaires du Sud aujourd'hui mettent de ce qu'ils peuvent dans cette équipe. Donc, et on voit que ça marche. Un autre exemple d'une équipe qui représente fortement une région et dont ça marche, Coton. Coton. Qui, bon an, mal an, parfois ça a un peu été compliqué, mais on a vu que si tu cherches une équipe sur les 10-15 dernières années régulière au Cameroun, en termes de performance, mais également en termes de minimum d'un point de vue de la gestion de l'équipe, Coton apparaît comme étant l'une des premières équipes. Pourquoi? Parce que là-bas, de toute façon, la plupart des ressources qu'on peut avoir, qu'elles soient humaines, financières ou quoi que ce soit, elles sont redirigées d'abord, pas qu'il n'y a pas d'autres équipes en région, mais elles sont d'abord, ces ressources à rediriger vers l'équipe qui représente au plus haut niveau la région. Et c'est pour ça que ça marche. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de suivre le bon exemple. Il faut expliquer clairement les choses aux gens. Le problème, c'est qu'il y a certains qui ont effectivement des ressources, mais qui ne sont pas toujours dans le football parce qu'ils aiment le football. Ils sont dans le football compte tenu de la vie. En fait, ils se servent de la visibilité du football pour d'autres intérêts. Ils ont donc ils ont confisqué des équipes. Et dans ces équipes, ils ont confisqué des joueurs. Ils ont confisqué notre championnat. Et aujourd'hui, le moment est peut-être venu de libérer la parole et dire aux gens, OK, il faut qu'on revienne à ce qui peut marcher. Le moment est peut-être arrivé aujourd'hui d'arrêter avec tout ce cirque-là, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert que leurs intérêts. Alors, Jérôme Bango, peut-être avant d'évoquer le dernier point de la pause actu ce soir, sur tout ce qui se dit, est-ce que pour vous aussi la solution pour avoir... c'est vrai qu'on va parler du championnat tout à l'heure, est-ce que la solution passerait par consacrer les efforts, chaque région qui décide de consacrer ses efforts sur le développement de l'équipe la plus représentative en élite? Ça sera bien si les uns et les autres acceptent le projet. Mais je dis, comme venait de le dire Bibef sur le plateau, vous voyez, il sera difficile. Vous voyez par exemple, à Akwa, dans le canton Akwa, il y a Caïman, il y a Oris. On pouvait fusionner pour faire un, par exemple. Mais est-ce que, par exemple, le canton Bélé acceptera au canton Akwa fusionner? Ça serait difficile. Donc, il venait de le dire, le président sur ce plateau, peut-être dans les régions reculées, comme au sud, comme dans le Grand Nord,
comme à l'Est par exemple, ça peut fonctionner. Mais vous voyez, ici, dans le littoral, on a pris l'exemple de l'Union de Douala, auquel la population de la région de l'Ouest se voyait représentée. Mais à contrepartie, il est difficile de voir un supporter de l'Union supporter le Léopard, par exemple, ou alors aller derrière le Caïman, quel que soit, ou alors la Dynamo de Douala. Et il serait difficile, vice-versa, dans le sens contraire, que les autres supporters de ces équipes-là viennent pour le compte de l'Union, c'est-à-dire Dynamo, Caïman ou bien le Léopard de Douala. Mais vous savez simplement que le littoral, ou alors particulièrement la ville de Douala, étant une ville cosmopolite, chacun souhaite se représenter. Et en plus, je vais dire, les autochtones, s'il fallait les appeler ainsi, souhaiteraient aussi avoir bien leur représentation ou alors leur équipe. Et ça fait que ça devient un peu plus difficile. On a vu, on prend le cas d'espèce de Colombe. On voit que Colombe, ça c'était d'abord pas le passé Colombe de Saint-Mélima. C'est-à-dire que ça appartenait particulièrement à la ville de Saint-Mélima. Ils ont été intelligents pour remettre Colombe de Djaïlobo, pour englober tout ce qui Et de plus en plus, ça se dit Colombo du Sud. Voilà, tout le monde qui est dans le Sud, dans le Grand Sud, se voit un tout petit peu. Je prends un peu simplement le département du Nkam, où il n'y a pas assez d'élite, mais vous allez trouver 2, 3, 4, 5 clubs. Ça fonctionne comment? On a regardé le Mungo, on a vu que là-dedans, il y a l'Aigle, il y a S-Mungo, il y a l'équipe des Bois et la Main, Manéwan, il y a des autres. Vous voyez, ça devient difficile. Maintenant, il faudra regarder tout simplement, et comme venait de le dire, il y a des gens qui arrivent au football et pour avoir la masse populaire, à des fins politiques. Il y a des gens qui ne viennent pas pour l'intérêt du football, pour faire émerger la localité. Aussitôt qu'ils ont eu leur passe, l'équipe devient ce qu'elle devient et puis voilà. Mais tu sais, Jérôme, si tu me donnes une seconde, on dit chez nous, pour structurer nos clubs, qu'est-ce qu'il faut faire? On dit il faut que nos clubs deviennent des entreprises. Donc ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que la notion de chefferie, la notion de communauté doit évidemment rester, parce que ça fait partie de nos us et coutumes, mais d'un point de vue structurel, il faut faire évoluer cela. À l'Ouest, si les gens décident de se mettre en place ou de se réunir autour d'une équipe, il faudrait que cette équipe ne soit plus, d'un point de vue des textes, une équipe qui appartient à une chefferie, mais qu'il y ait le principe d'actionnaire. Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que chacun sait ce qu'il peut gagner du fait d'investir dans cette équipe. Donc c'est pour ça que je dis, c'est des choses simples qu'il faut simplement expliquer aux gens. C'est-à-dire que tu as pris un exemple qui pour moi est parfait. Quand tu vas, par exemple, nous sommes à Douala ici, quand tu prends le Caïman, tu prends le Léopard, ça appartient à des chefferies. Et donc à partir de ce moment, effectivement, c'est difficile pour Lydie qui appartient peut-être au Aqua d'aller financer si c'est vu comme ça. Par contre, s'il y a cette mutation qu'on appelle depuis des années de faire des clubs, des entreprises, d'où justement l'évolution de Colombe, qui est partie je crois même qu'ils sont peut-être partis effectivement de Saint-Mélima, ensuite c'est devenu du Djaïlobo, et maintenant ça devient le Sud. Là, dans le Sud, tout le monde peut maintenant, parce que là, il n'y a plus d'exclusion. Il n'y a plus que ça appartient à telle chefferie. Non, il y a une idée de ça nous appartient à tous. Et donc moi, je peux venir investir parce que si demain, on gagne, s'il y a des entrées, s'il y a quelque chose en retour, même si je ne suis pas de Saint-Mélima, je gagne quelque chose. Et donc, c'est cette ouverture que beaucoup refusent parce que parfois, ils estiment qu'ils ont enfanté les clubs. Et donc, à un moment donné, on va venir leur retirer les clubs qu'ils ont enfantés, alors qu'ils savent à quoi servent ces clubs, même pas toujours pour le football, mais pour d'autres choses. Donc, ils connaissent exactement l'importance de cette club pour d'autres choses. Mais nous, on a vu un type comme Olas qui a gagné 7 fois la Ligue des Champions, arriver à la fin d'un projet à Lyon et partir. Et partir, qui aurait cru un seul instant que Jean-Michel Aulas en France, à Lyon, pouvait aujourd'hui ne plus être dans ce club, ou encore Sir Alex Ferguson à Manchester United. Donc il faut qu'on évolue dans nos logiques. Parce que les gens continuent de penser qu'il y a un Jésus qui va descendre du ciel, qui va arriver au Cameroun et qui va organiser le football camerounais. Non, les choses sont simples. Il faut juste que les gens acceptent d'aller vers des chemins qui sont les plus simples pour pouvoir
faire décoller quelque chose. Ça bénéficierait aussi à l'ensemble de ces équipes-là, parce qu'il faut dire que tant que ce n'est pas des actionnaires qui arrivent à la tête des clubs, ça ne va pas fonctionner, parce qu'il faut simplement dire que dans la majeure partie des clubs, on se rend compte que c'est la chefferie, ou alors c'est un clan de personnes, d'individus qui se sont accaparés des clubs sous prétexte que l'équipe, c'est nous qui l'avions créée à la naissance, c'est mon grand-père, etc. D'où divers polémiques. Donc il faudra tout simplement dire que, moi je crois que ça aurait été le premier élément du professionnalisme. C'est-à-dire que je suis par exemple un Aqua, je peux être président de Faubourg de Baham, par exemple. Parce que là, vous voyez que c'est très difficile au Cameroun. Si vous constatez par exemple, il serait difficile à la tête du Léopard un nordiste par exemple, parce qu'ils vont dire que ce n'est pas ici, tu ne connais pas les traditions, tu ne connais pas nos us et coutumes, tu ne connais pas ici, et puis voilà, c'est pas de l'argent qu'on veut ici, etc. Donc ça fait que ça bloque vraiment le process du professionnalisme, et puis pendant qu'on va vouloir avancer dans ce nombre-là, ça ne va pas, parce que vous allez trouver des gens qui sont dans les clubs 20 ans, 25 ans, mais qui n'apportent pas financièrement au club, qui attendent plutôt que le club leur génère des financements, même s'ils ne font pas de placements. Alors qu'aujourd'hui, on sait que pour passer au professionnel, il faut beaucoup d'exigences que la plupart des clubs traditionnels refusent tout simplement de se transférer vers le modernisme. On va en reparler tout à l'heure. Le temps pour nous, voilà, une prise de parole sur le dernier sujet de la pause actu. Albert Atangana-Fouda, ce match de gala annoncé en grande pompe pour le mois de décembre prochain entre les anciennes gloires du Cameroun et les légendes du football brésilien. Voilà, un match de gala qui rentre dans le cadre des activités organisées par la filière banane plantain au Cameroun. Donc voilà, on a généralement vu par exemple la fédération, comme on le voit sur ces images, la fédération camerounaise de football aux côtés du promoteur de cet événement, Tony Obama. Mais depuis quelques jours, la fédération camerounaise de football a par exemple, à travers son secrétaire général, publié un communiqué pour dire qu'elle s'est désengagée. Elle n'est pas associée au match de gala qui sera donc organisé. Deux matchs à Douala, voilà, sont organisés. Donc Douala et Yaoundé Olembe, Douala Japoma. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette position de la Fédération camerounaise de football? Beaucoup de choses ont été dites autour de cette histoire FECAFOOT, filière banane plantain. Mais j'ai dit, et puis ces images, on ne sait pas si elles sont récentes ou si c'est les anciennes images. Parce que chaque année, depuis la première, surtout la deuxième édition du festival, la FECAFOOT a été impliquée dans l'organisation du match de gala en vieille gloire du Cameroun et celle du Nigeria. Conduite par Okocha. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce match-là à Limbe. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Les gens racontent beaucoup de choses. Mais ces deux matchs-là sont effectifs parce que ça se confirme. Les organisateurs, la filière, ils l'ont confirmé. Et puis ce festival, 3e édition, est sous le haut patronage du chef de l'État. Donc ça ne peut pas, ils ne peuvent pas s'amuser. Maintenant, la FECAFOOT, selon ces textes, contrôle tout ce qui fait football dans tout le territoire du Cameroun, mais ça ne veut pas dire qu'ils organisent tout ce qui est football. Ah oui, ça veut dire que quand tu as un match à faire, il suffit d'informer la fédération. Tu fais la lettre, tu informes la fédération, ils sont au courant. S'ils veulent, ils impliquent la fédération par rapport à certains volets, peut-être l'arbitrage, encore que les arbitres vont dire qu'ils ne sont pas membres de la fédération, peut-être l'arbitrage, peut-être autre chose. Mais j'ai dit, je ne sais pas pourquoi la FECAFOOT a eu à faire cette sortie. Moi, j'estime qu'ils auraient pu rester tranquilles et attendre. Mais ce dont je suis sûr,
c'est que les acteurs de la filière banane plantain vont informer la fédération de ces deux matchs si ce n'est déjà pas fait et organiser leur match. Ils n'ont même pas besoin de demander à la FECAFOOT des arbitres. Comme c'est le match de gala, ils peuvent aussi demander à une vieille gloire d'arbitrage, à ces arbitres, anciens arbitres, de venir officier. Vous savez, quand il y a ce genre d'événements, il y a beaucoup de choses qui se font autour, qui se disent autour, et il faut faire attention. Mais les gens de la filière, en plus du football, hein, on n'en parle pas beaucoup, il y a le golf. Oui, il y a le golf, parce que les vieilles gloires vont aller au golf le 7 au matin pour faire taper quelques balles, et un peu pour amener les jeunes à jouer au golf. Et dans l'après-midi, dans la soirée, il y aura ce premier match de gala à Douala le 7 au soir, décembre. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème fondamental du fait que la FECAFOOT ne soit pas entièrement impliquée. Oui, parce qu'ils peuvent faire leur événement avec le soutien des pouvoirs publics. Comme on l'a vu hier lors de la séance de travail chez le ministre des Sports. Voilà, exactement. Alors, Georges Bimbe, sur cette actualité, y aurait-il un problème entre la filière banane plantain et la Fédération camerounaise de football? J'avoue que je n'ai pas encore toutes les informations. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les informations sur cette affaire. Mais je pense quand même qu'on a des éléments d'analyse qui peuvent quand même nous situer un peu sur ce qui se passe. Match Cameroun-Nigeria à Limbe. Côté camerounais, tous les anciens gloires, Samuel Eto'o, Patrick Mboma et tout le reste. Au Nigeria, vous avez Didier Okocha et tout ce qu'on connaît. Au lendemain du match, tollé général. Les Nigérians disent qu'ils n'ont pas perçu leur argent. Le même soir même. Hein. On est en train de... Alors, qu'on se comprenne. Si on peut faire... On peut rétro-pédaler. Quand les déclarations prennent de l'ampleur, qui est-ce qu'on met au banc des accusés? La fédération. Voilà. Je crois qu'on commence à comprendre en réalité. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas voir la réalité, le fond du dossier, mais au niveau de la forme, on peut quand même commencer à comprendre un certain nombre de choses. Donc, bon, là, la fédération a indexé. On n'a pas eu un communiqué ou une sortie, soit de la fédération, soit des responsables de la filière pour expliquer ce qui se passe. En revanche, j'ai écouté avec beaucoup d'attention l'une des sorties d'un des joueurs qui a participé au match côté camerounais, en l'occurrence Serge Branco, qui, parce qu'il faut comprendre, si on s'en tient à sa déclaration, à ce moment-là, il n'y a pas que les anciens Gois du Nigeria qui n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Même les Camerounais n'ont pas eu ce qu'ils attendaient. Et il en était d'ailleurs très, très vexé. Donc, je crois qu'on tient peut-être dès ce moment-là l'élément fondamental qui fait qu'on se retrouve dans ce dans quoi on est aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est gâté. Voilà, qui s'est gâté. Donc, et je pense que pour amplifier, on a des annonces sur le match contre le Brésil et sur les images. Qui est-ce qu'on met en avant côté camerounais? Samuel Eto'o, la personne qui est par ailleurs président de la FECAFOOT. Si dans la foulée, la FECAFOOT dit non, vraiment, vos affaires là, nous ne sommes pas là. Et parce que c'est précisé, hein, ils ne disent pas juste que la FECAFOOT, ils disent même notre président n'est pas là. On peut bien comprendre que soit la FECAFOOT estime qu'elle a été flouée sur l'organisation du match contre le Nigeria et qu'elle a été dans une idée d'assumer, ou peut-être même qu'elle a dû assumer
quelque chose dont au départ, elle n'était pas supposée assumer. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les Nigérians ont fini par partir avec ce qui leur était. Qui a payé? Qui a payé? Et est-ce que celui qui a payé, c'est lui qui devait payer? Voilà. Donc, je pense qu'on peut... Aujourd'hui, quand même, Georges, je vous lance rapidement avant l'intervention de Jérôme aussi. Hier, à la sortie de cette réunion, c'était cette séance de travail avec le ministre des Sports, on a bien suivi le Tony Obam de la filière Madame Plantin dire ils sont venus demander, par exemple, au ministre la possibilité de payer les primes sans intermédiaire, payer directement les primes aux joueurs. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? C'est pour ça que je dis qu'il faut que, et je suis d'accord avec Hélène, c'est-à-dire, parfois quand on veut organiser des choses, il faut les faire de telle sorte que, vraiment, qu'on n'ait pas à aller chercher de midi pour comprendre ce qui se passe, surtout quand il y a un président qui est un président fâcheux. Et moi, je trouve même qu'il est fort, hein, Monsieur Obama, parce que après ce qui s'est passé avec le Nigeria, être capable de revenir et faire monter encore la mayonnaise comme ça, il faut bien être au Cameroun pour que, en plus, on vous accompagne. Mais bon, c'est quelqu'un qui a certainement une bonne étoile là-bas en Romais. Non, il faut faire les choses bien. Et cette fois, j'espère que comme le ministre des Sports et de l'Éducation physique lui-même a décidé, parce que là, c'est déjà l'État du Cameroun qui s'engage à travers la caution du MINSEP. Vraiment, on ne veut pas, parce que le Nigeria, on va dire que ce sont nos voisins. On peut s'arranger quand ça se plie. Mais parce que là, j'ai vu, on parle de Ronaldinho, on parle de... Voilà, parce que là, je sais qu'il y en a qui n'ont plus de problèmes avec notre image. Mais vraiment, nous qui sommes ici, on se bat encore pour que cette image, vraiment pardon, monsieur Obama. Je vous en prie, mais vraiment, nous, on est sûr que vous avez balisé le terrain et que le ministre a fait un certain nombre de choses. Mais pour l'absence ou du moins le communiqué de la FECAFOOT, je pense qu'il faut y voir dans ce communiqué, c'est-à-dire qu'on peut... S'il faut comprendre quelque chose, il faut revenir à ce qui s'est passé lors du match contre le Nigeria. Et je pense que c'est de là que part le mal. Jérôme, un commentaire sur cette actualité avant de passer au débat? Commentaire, je crois que Georges aussi l'a bien détaillé. Hein. Il faut simplement rappeler que lorsque les dirigeants de la filière banane plantain décident de faire des matchs prestige, ils décident aussi d'associer la fédération. Parce que n'oublions pas que... Dans le cadre de leur festival. Hein, oui, n'oublions pas que les anciens Gois, la plupart, ou alors certains d'entre eux, sont cadres à la fédération camerounaise de football. Maintenant, qu'est-ce qu'ils mettent sur la table? Qu'est-ce qu'ils proposent à ces footballeurs-là? À la tête, le président de la fédération, qui est aussi l'une des stars, ou alors la star confirmée. Encore qu'au départ, on parlait beaucoup plus de possibilités de reconversion de ces anciens joueurs dans l'agriculture. Voilà, automatiquement, ça fait partie de cet ensemblage-là. Et je crois que pour le moment, une partie se sent juste lésée au niveau du contrat, au niveau des accords. Une partie se sent lésée, c'est pourquoi elle ne veut pas mettre tous ses pieds dans cette organisation. C'est une bonne démarche pour la fédération. Oui, parce que s'il faut tout simplement se référer au match amical contre le Nigeria, n'oublions pas que lorsque le Nigeria est à côté et le Brésil c'est dans un autre continent, il ne faudra pas qu'on vienne essayer le même réveil qu'on a eu à Limbe avec des joueurs nigérians qui se sentent lésés. Et puis, c'est ce que Georges le dit bien, si la partie camerounaise, certains joueurs se sont sentis lésés, mais qui ne sont pas déclarés, il faut simplement comprendre qu'en même temps, les organisateurs doivent s'occuper des anciennes gloires du Cameroun et des autres pays qui sont invités. Donc, au même titre, donc, il faudra tout simplement dire que lorsqu'ils s'engagent à faire ce match prestige, qu'ils mettent à disposition des deux côtés, des deux équipes, je veux dire, l'élément nécessaire, que ce soit les finances, que ce soit quoi, le engagement. Parce qu'il faut dire que le président de la Fédé, comme je viens de le dire, qui est la star de cette équipe des anciens gloires, peut estimer de ne pas vouloir reporter à nouveau une autre charge auquel il ne s'attendait pas. Donc peut-être pour ça, donc, comme vient de le dire Georges ou alors quelqu'un d'autre,
pour que ça soit bien fait, je crois qu'il faudra qu'au départ, à la base, vraiment, on a dit qu'on n'avait pas besoin d'un intermédiaire. Mais je crois que pour convoquer les joueurs au niveau des anciennes gloires, on s'appuie quand même sur quelqu'un pour dire voilà, tel peut être présent, tel peut ne pas être. Toujours celui qui sert d'intermédiaire aux autres. Donc il faudra toujours s'appuyer sur lui pour pouvoir aménager le problème. Et les Brésiliens qui arrivent, il faut la sécurité, il faut le transport, il faut tout. Donc je crois que quelqu'un ne voudrait pas s'aventurer pour dire oui, pour satisfaire une partie, non. Il faudra que le oui soit rassuré parce qu'au cas où ça ne fonctionnera pas, on va dire tel était devant et voilà les retombées qui n'ont pas fonctionné. Ce que je voulais dire... Et puis je reste avec vous, Albert. Je voulais dire par rapport au communiqué, je crois, récent de la FECAFOOT, qui se désengage, même leur président, je crois qu'ils se sont trop avancés dans cette histoire. Vous savez, il y a des relations humaines qui se tissent entre Ronaldinho et Eto'o. Il y avait une telle complicité et de bonnes relations. Je vois mal Ronaldinho arriver ici au Cameroun pour 2 matchs de gala et son ami Eto'o dire que non, je joue pas. Ce ne sera pas le président de la FECAFOOT qu'on va appeler pour jouer. Ce sera l'ancienne gloire Eto'o. Donc il ne faut pas. Oui, si la FECAFOOT s'engage pour son président, au moins le joueur, l'ancienne gloire, sera impliqué. C'est ce que je voulais dire. Alors, on verra bien ce qui va se passer. Alors, Albert Atangana-Fouda rentre dans la seconde partie de cette émission. Le premier sujet du débat Ballon d'Or 2024 avec le sacre de Rodri. Vinicius Junior, qui était très attendu, termine deuxième sur le podium. Pour vous, c'était logique ou pas? Poser la question ainsi, c'est un peu entre la logique, entre la raison, entre beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de polémiques. Chaque année, il y a des polémiques. Parce que, autour de cette destination. Il y a eu beaucoup de polémiques, même les autres années. Chaque fois qu'on donnait à Messi ou à Ronaldo. Donc, c'est normal. L'unanimité n'est pas... La prévision n'est pas de ce monde. On revient au foot. Mais je dis que autant Vinicius a vraiment illuminé le championnat et les compétitions en Espagne avec son équipe. Mais pourquoi vous croyez que Manchester City ne l'a pas fait? Surtout que Vinicius, c'est un finisseur. Hein, à son aile gauche là-bas, c'est un bon finisseur qui marque beaucoup de buts. Mais Rodri, c'est un constructeur. Il est au milieu du terrain et il construit et il marque. Vous voyez l'atout qu'il a. Et il a gagné aussi beaucoup de trophées, comme Vinicius avec le Real. Il a gagné beaucoup de trophées. Donc, moi, je me dis, au-delà des critères, qu'on pourrait dire techniques ou logiques, ou mathématiques, il y a ce feeling-là. Moi, si on avait demandé mon avis, j'aurais choisi Rodri qui, du milieu du terrain, construit le jeu et marque aussi. Donc pour moi, j'estime que c'est logique qu'il ait été nommé. Mais je dis aussi une chose, autant la FIFA prône le fair play, que des gens croient que s'ils n'ont pas gagné, ils ne peuvent pas participer à quelque chose. Heureusement que ce n'est pas un événement FIFA qui soit dans des textes, parce que sinon on aurait sanctionné tous ceux du Real de Madrid qui ont boycotté cette histoire. Je dis c'est pas normal. Ah, c'est pas normal. Alors, c'est Georges Bimbe, logique ou pas ce sac de Rodri? Non, moi je suis allé très loin dans une des sorties où je disais que je trouvais que France Football était sur le point de se décrédibiliser en donnant ce ballon d'or à Rodri pour une seule raison. Je comprends l'aîné quand il parle de Rodri. Rodri, c'est un très bon joueur. Ça a été l'un des grands artisans de la victoire de l'Espagne à l'Euro. Très bon milieu de terrain. Mais vous savez, aujourd'hui, dans le football,
on ne veut plus se limiter à avoir de belles phrases. On ne veut plus que les journalistes se limitent à avoir de belles phrases autour d'un joueur. On veut davantage que ces belles phrases soient accompagnées des chiffres, parce que c'est ça qui donne du poids. Alors, quand vous prenez les chiffres de Rodri, lui qui est un milieu défensif, s'il faut quantifier ce qu'il fait, on va aller sur le nombre d'interceptions de balles. On va moins être sur le nombre de buts ou le nombre de passes décisives parce qu'il est milieu défensif. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces stats sur les deux aspects que je viens d'évoquer ne sont pas très intéressantes. Tout le contraire d'un joueur comme Vinicius qui, lui, du fait qu'il soit attaquant, on va regarder le nombre de buts sur une saison et le nombre de passes décisives. Vous savez, France Football a fait quelque chose de particulier il y a de cela quelques temps. Et je pense que ça intervient au moment où il fut une époque, il y a le gardien allemand, il s'appelle Manuel Neuer, il était très en forme et il était prétendant au titre du ballon dont il ne l'a pas eu. Et les gens ont dit, mais oui, évidemment, ça va être très compliqué qu'un gardien ait le ballon d'or, compte tenu du poste du gardien. Alors ils ont créé quoi? Ils ont créé un prix Yacine, où on a renvoyé un peu les gardiens là-bas. Moi je pense que s'il faut compenser, trouvons des places pour qu'il y ait des ballons d'or des défenseurs, des milieux de terrain, et on va régler le problème. Mais vraiment, non mais c'est mieux de le faire, puisqu'ils ont commencé avec les gardiens. Non mais puisqu'ils ont commencé, poste par poste. S'ils ont réglé le problème des gardiens, qui règle le problème des milieux et qui règle le problème des défenseurs. Parce que Rodri, il ne va jamais te mettre même 10 buts en une saison. Donc il ne va pas entrer dans les esprits, il ne va pas marquer les esprits des gens par sa capacité à pouvoir marquer des buts. Alors j'entends aussi certains arguments qui disent, certaines personnes qui avancent des arguments qui vont dans le sens de dire, mais oui, il faut aussi sublimer ces milieux de terrain créatifs qui, dans un football, dans une discipline de sport où on prend le collectif, font rayonner le collectif. D'accord, moi j'entends bien ce type d'argument, mais dans ce cas, le ballon d'or, c'est quoi? C'est une récompense individuelle ou c'est une récompense collective? Il faut bien qu'on se pose des bonnes questions. C'est davantage une récompense individuelle. Donc, en tant que récompense individuelle, je suis désolé, récompense d'abord une individualité et non un joueur qui incarne le collectif. Et là encore, je pense qu'il y a tromperie sur la marchandise parce que Vinicius mérite d'être ballon d'or. Et ensuite, je termine par là. J'entends dire... Ah mais oui, Vinicius il joue au Real de Madrid et dans cette équipe du Real de Madrid, Cavaral aurait pu être ballon d'or, Bellingham aurait pu être ballon d'or, donc il y a peut-être une dispersion de votes. Attention, lorsque Messi remportait les ballons d'or avec Barcelone, je rappelle qu'il avait Xavi, il avait Iniesta dans son équipe, et là-bas il n'y avait pas de dispersion de vote ou quoi? Donc, ces règles qu'on balance, quand ça, en fait, en fonction des situations, quand on me donnait un ballon d'or, c'est comme ce qu'on nous avait balancé quand on a voulu donner le ballon d'or à Cannavaro. On nous a dit, mais oui, lui, il a joué la Coupe du Monde, il a fait 5 bons matchs en Coupe du Monde, il doit être ballon d'or en 2006. Et ben, parce qu'en réalité, il voulait donner le ballon d'or à Zidane. Mais comme il y avait eu le fameux coup de boule en finale, en termes d'image, c'était plus possible. Là, à la va-vite, il fallait trouver quelqu'un. On nous a balancé Cannavaro en nous disant il a remporté la Coupe du Monde avec l'Italie. Messi remporte le ballon d'or en 2010, alors qu'Iniesta est meilleur joueur de l'Espagne qui vient remporter la Coupe du Monde. Mais là, on nous dit quoi? On nous dit que la Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Là, tu as un joueur qui était exceptionnel en Ligue des Champions, à Vinicius, et puis on vient de te dire que non, mais Rodri, il a été bon à l'Euro. Donc tu vois qu'en fonction des situations, on te met, mais je termine en disant que je pense que ce qui est beaucoup plus scandaleux, et là je commence à comprendre, parce que là, il commence à fuiter les votes des 100 journalistes qui sont appelés à voter. Et tu vois quand même des choses, parfois tu te demandes, mais c'est des journalistes de sport, ok, ils suivent quoi, le hand ou le basket? Ces mecs suivent le foot ou quoi? Parce que tu vois quand même des classements, tu te demandes si c'est des gens qui suivent le foot. Et moi je pense que c'est là où vient le problème. En réalité, il faut faire comme dans notre récompense, un quota pour le public, qui lui suit toujours les matchs, un quota pour un comité de sages avec des anciens légendes. On peut avoir une rotation en fonction des éditions. Et puis, on essaye d'associer. On décide de qui est ballon d'or. Mais si tu vas donner, comme là, j'ai vu, je crois que c'est celui du Chili, il ne te met pas Vinicius. Et qu'on lui demande, il dit... Non, mais quand Vinicius a joué contre nous, le Chili, il n'a même pas réussi à faire 2 passes. Donc, quand moi j'ai vu ça, je n'ai pas mis. Mais c'est scandaleux. On arrive, mais c'est scandaleux.
Et ça compte dans le team final. Et on se retrouve avec ce type de choses. Et quand France Football a mis ce type de choses, c'est là où je dis ils perdent en crédibilité. Et il faut qu'ils fassent attention. D'ici peu de temps, on va pas accepter ce type de situation beaucoup plus longtemps. Moi, la seule chose que je regrette, c'est que après il y a des gens aussi qui sont extrémistes, ils basculent dans du racisme. Donc je pense qu'il faut arrêter. Ça n'a rien à voir. Ribéry en 2013, il aurait pu avoir un ballon d'or. Il n'a jamais eu le ballon d'or en 2013. Pourtant, il méritait l'avant. On a parlé d'Iniesta tout à l'heure, qui termine une carrière, comme ça, immense, sans jamais avoir le ballon d'or. Alors que tu as des mecs comme Cannavaro qui n'ont même pas, je suis désolé, qui n'ont même pas joué la typhoïde d'Iniesta, mais qui ont un ballon d'or aujourd'hui et qui sont bien contents de l'avoir. Donc il faut, moi de mon point de vue, j'ai rien contre Rodri, c'est un très bon joueur. Je suis content pour lui parce que quelque part, c'est vraiment quelqu'un aussi qui a, quand les gens y travaillent, il faut bien qu'il soit récompensé. Mais je pense que Vinicius le méritait plus que lui et que c'est une injustice. Maintenant, c'est une injustice qui, de mon point de vue, doit être arrangée. Il faut trouver le moyen de sortir de ces affaires des votes des capitaines et des journalistes parce que je trouve que ça ne donne pas, ça ne marche pas et revenir à quelque chose de différent. Alors, Jérôme Bango, pour sortir de ce sujet. Il faut dire, Lydie, c'est vrai qu'au niveau de la Maison Blanche ou alors les supporters de Real. Est-ce que vous avez compris toute la polémique, tout le tollé que cela a provoqué? Oui, ce lundi, c'était. Beaucoup de gens ont eu des instruments dedans. Mais il faut dire quand même que les critères sont aussi difficiles. Parce qu'il faut dire tout simplement, il faut faire bonne prestation, soit pendant la Coupe d'Afrique, l'Euro ou alors la Copa América. Il faut avoir fait belle prestation en Ligue des Champions, il faut avoir fait belle prestation dans le championnat où tu évolues, etc. etc. Donc je crois que ici, associer tout cela, on mettra un tout petit peu réellement Rodrigue en avance. Pourquoi je m'explique? Simplement qu'en Ligue des Champions, on a vu un bonhomme comme Vinicius qui a tout donné et il a Vinicius, avec l'appui de Jude Bellingham, a mené le Real de Madrid vers l'assaut final. On arrive en Copa América où Vinicius, carrément, au niveau de la Copa América, s'est égaré avec l'équipe nationale du Brésil. Oui, aller au vestiaire, faire des bagarres avec les arbitres, etc., etc. Ça lui discrédibilise un peu. On prend le cas de Rodrigue, on va avec City. Il s'est bataillé avec, au niveau de la Premier League. Belle prestation, je veux dire à 95% avec City au niveau de la Ligue des Champions, très belle prestation avec l'équipe espagnole au niveau de l'Euro. Je crois qu'il a grandement les faveurs. Sauf qu'ici, il faut dire, Jérôme, avec City, c'est pas lui le meilleur joueur de l'équipe. Automatiquement. Le meilleur joueur de l'équipe, ils l'ont donné en première ligue, le meilleur joueur de l'équipe, ils l'ont donné à Foden. Donc ils ont estimé que c'est Foden qui a été le meilleur joueur de l'équipe. Et après, tu as Haaland. Donc Rodri n'est même pas le meilleur joueur de sa propre équipe en club. On venait de parler de cette problématique de ballon d'or. Parce qu'au moment de Messi, on a vu que dans le championnat espagnol, c'était Iniesta le meilleur joueur. Mais on a donné le ballon d'or. Iniesta où évoluait Messi. Au Barcelone, c'était les coéquipiers à Barcelone. Donc on revient dans le cas d'esprit, on se dit, Rodri, est-ce que c'était son moment? Ça, c'est la question qu'on se pose. Parce qu'on a regardé le même ballon d'or dans les années 2000 ou 98 avec l'international allemand Matthias Sammer, où il n'avait les faveurs de personne. Et qu'à l'arrivée, celui défenseur de Borussia Dortmund qui vient avoir le ballon d'or. Donc, à un moment, on se pose de la crédibilité du ballon d'or Francfort. Parce qu'on se dit quand même que depuis Georges Opongoya, d'où le racisme automatiquement devenu, depuis le ballon d'or de Georges Opongoya, les grands joueurs de la couleur n'ont pas pu avoir ce ballon d'or. Thierry Henry, Samuel Eto'o, aujourd'hui Vinicius, Jude Bellingham et les autres. Donc on se dit quand même que c'est possible qu'on se pose des questions au niveau de... juste des questions. Oui, qu'on se pose des questions parce qu'on se dit quand même que... C'est sur ce terrain. Je trouve que c'est un raccourci un peu. Est-ce que c'est pas aussi commercial? Non, peut-être parce qu'on se dit que le joueur aussi doit... Quel est l'entre-genre du joueur? Parce qu'à un moment où on avait donné tous les ballons d'or à Messi, est-ce que Messi était vraiment le top joueur en Europe pour avoir tous ces ballons? Comme il disait. Pour avoir tous ces ballons d'or parce que... Le racisme, moi, je ne veux pas y aller parce que je trouve que c'est un raccourci un peu.
Ronaldinho, qui est un garçon de couleur, il a eu ce ballon d'or. Je dis, Mbappé, pour moi, s'il fait la saison que Vinicius a réalisée, même avec le PSG, il aurait eu ce ballon d'or. Pour moi, je pense que le problème, il est ailleurs. France Football a dealé récemment avec l'UEFA, parce qu'ils étaient avec FIFA, ça s'est arrêté. On sait très bien que les dirigeants de l'UEFA et ceux du Real n'iront jamais en congé ensemble, ça c'est connu. D'office, la situation se dégrade même des jours en jour. Quelles sont les conséquences on ne sait pas. Donc on se pose. Mais la réaction du Real, qui n'est pas exemplaire, et heureusement que René a eu à le dire, mais on peut quand même comprendre que eux, ils ont peut-être des niveaux d'information que nous n'avons pas, parce que c'est quand même fort en termes de message, et c'est assez violent que de décider que personne ne bouge, personne n'y va. Et ils ont même eu un titre, ils ont eu des titres, le meilleur coach Ancelotti, meilleure équipe, mais personne n'y est allé. Peut-être qu'ils ont des informations compte tenu de la proximité entre dirigeants que nous n'avons pas. Et parce que il y a surtout ça qui le boycott part d'une fuite d'informations. Mais ce qui est beaucoup plus intriguant, ce qui est beaucoup plus intriguant, c'est que à quelques heures de la cérémonie, toutes les tendances qui fuitent mettent Vinicius en tête de Rodri. Donc je peux comprendre que à ce moment, c'est un peu comme quand on est dans une élection présidentielle, on dit non, c'est Atangana Fouda qui est en tête des tendances, et puis au dernier moment, on vient dire non, c'est Jérôme qui a gagné. Mais évidemment, Atangana Fouda va faire une conférence de presse pour prendre la communauté internationale témoin et expliquer qu'à partir de ce moment, il y a bourrage des unes, il y a quelque chose qui ne marche pas. Non, en football, c'est vrai, on ne peut pas admettre ce type de comportement du Real. Mais je pense qu'il y a des non-dits sur ce ballon d'or qui a été décerné à Rodri. Et France Football, je ne crois pas qu'ils aient fait, que ce soit la meilleure publicité qu'ils aient eue depuis qu'ils organisent cette cérémonie. Voilà. Surtout, je vais revenir un peu. Oui, rapidement, on a un autre sujet. Le Real est sacré meilleure équipe. L'entraîneur Carlos Ancelotti, meilleur entraîneur, il était encore probable que le meilleur joueur sorte de cette équipe. Mais revenons un peu avec Rodri. On sait aussi que... C'était logique. Oui. Tout à fait. Voilà, revenons avec Rodri, aussi avec l'Espagne qui a fait très belles prestations au niveau de l'Euro, mais est-ce que Rodri a été meilleur joueur de l'Espagne pendant l'Euro ou alors meilleur joueur de City pendant la Première Ligue? Ça, c'est beaucoup de points d'interrogation parce qu'il faut te dégager de ces compétitions-là pour te hisser parmi les concurrents des autres clubs et des autres nations. Maintenant, on ne peut que le dire bravo et puis voilà, demander à Vinicius de travailler plus durement. Il a dit. Il a dit ils ne sont pas prêts. Donc il a dit je vais multiplier et puis ils ne sont pas prêts. Parce qu'on aurait cru voir Vinicius dégager peut-être plus tard Jude Bellingham ou alors Mbappé. Et puis voilà, parce que le Real a quand même du potentiel. Alors peut-être pour sortir, concernant toujours pas la même distinction, mais on a aussi nos CAF Awards. Et on a vu le président Atangana Fouda, lors de la publication de la liste des nominés, pas de joueur camerounais dans la catégorie des meilleurs joueurs de l'année. On a plutôt deux, Ando Nana au niveau des meilleurs gardiens, et puis Carlos Baleba concernant les jeunes de l'année. Je crois que ce ballon d'or récompense les meilleurs de la saison 2023-2024. Donc, lorsqu'on regarde cette période-là, vraiment, les joueurs camerounais, avec tous les problèmes qu'ils ont eu, Zambo dans son club, les autres malades, vraiment, personne n'est sorti du lot. Choupo Moting, malgré quelques étincelles, n'a pas été très loin au sommet. Donc je ne vois pas. Je crois que... Donc pour vous c'est normal qu'il n'y ait pas de joueurs camerounais par contre, dans la catégorie phare. Oui, par contre, chez les gardiens, même l'année dernière, on en a... il est sorti du lot parmi les gardiens. Et Baleba, le jeune, je crois que dès qu'il allait... On a d'abord vu... Enfin, ce qu'il fait à Stoke City. À Brighton. À Brighton, plutôt. Je crois que depuis l'année dernière, tout le monde voit. Et lorsqu'il vient chez les Lions, tous les Camerounais s'extasient. C'est un peu ça. Je crois que c'est logique pour les deux.
D'accord, peut-être un petit commentaire rapidement, quelques secondes sur cette absence-là. Je pense que Bemo a le potentiel pour ramener un peu le Cameroun dans ces listes-là. Maintenant, c'est à lui de travailler. Lors de la prochaine édition. Parce que pour cette liste-ci, je crois que c'est tout à fait logique. On n'y est pas et puis c'est normal. C'est normal. Il y a pas. C'est un indicateur qui n'est pas bon du tout. Il faut pas aussi parce que je vais dire que ça va avec quelque part aussi les performances des sélections nationales. Je me souviens quand on trostait sur le continent en 2000 et en 2002. Il fallait vraiment être fort pour bouger les Camerounais dans ces listes-là. Donc, et puis, ça fait partie de l'histoire du football. Il y a des périodes où vous êtes en haut et puis il y a des périodes difficiles. Il faut savoir gérer ces périodes-là et surtout quand c'est difficile pour préparer justement le retour au devant de la scène. Alors, entre André Onana d'un côté, Carlos Baleba, quel peut-être joueur camerounais qui pourrait décrocher le sacre dans sa catégorie? Oula. Pour moi, je mets les deux. Hein. Ah, vous mettez une pièce sur les deux. Oui. Les deux parce que... Moi peut-être Baleba, Onana, je ne pense pas pour une seule raison. Cannes catastrophique, il n'a presque pas joué. Il n'a fait qu'un seul match contre le Sénégal. Avec Manchester United, s'il faut faire une émission sur la situation de Manchester United, je crois on aura 2 jours ou plus de 3 jours de diffusion parce que l'émission ne finira pas. Parce que malheureusement, il payera, pas lui personnellement, parce que lui il est bon, mais il payera le prix des performances de son club des contre-performances même. Je veux dire, tu dis quand même que tout le monde voit qu'il est bon. Donc, oui, c'est des récompenses individuelles. Le problème, c'est que nous, on est Camerounais et que dans la lecture d'un votant qui est ailleurs, il tient compte des performances de l'équipe d'abord et ensuite il regarde ce qu'a fait l'individualité dans les performances de l'équipe. Et en l'occurrence, malheureusement, pour André Onana, je pense que son gros malheur, c'est qu'il joue à Manchester. Alors, moi, je crois que plutôt André Onana a les faveurs plus favoris pour avoir cette année ce titre de meilleur gardien africain. Oui, parce qu'il faut dire que son concurrent a moins de visibilité sur le plan mondial. Maintenant, parler de Baleba, c'est déjà bien parce qu'il évolue dans le même club qu'Adingra l'Ivoirien. Et il a pris assez de galons. Mais la saison 2023, il sort de Lille, où il a fait belle prestation. Il était moins visible parce qu'il faut dire qu'Adingra a fait très belle Coupe d'Afrique. Ouais. Donc, meilleur jeune Baleba pour cette édition, non, je crois non. Je crois que vous mettez une pièce plutôt sur André Onana dans la catégorie des meilleurs gardiens. Donc, d'accord. Voilà, chance Cameroun. D'accord. Dernier sujet, MTN et Neto, à quand le début de la nouvelle saison sportive? Georges Bimbe, je vous pose cette question. Vous qui êtes sur le terrain chaque week-end pour couvrir les matchs du championnat, pratiquement 6 mois après la fin de la dernière saison. On attend toujours une nouvelle date. Non, moi je veux m'en tenir aux déclarations du chef du département de communication de la FECAFOOT qui a expliqué que tout est déjà prêt. Ils attendent juste l'AG de la FECAFOOT qui se tient, je crois, lors de ce mois de novembre. Oui. Et ensuite, ça va démarrer parce qu'il y avait 2 préalables. Il y avait d'abord l'AG de l'association des clubs d'élite, et ça s'est tenu. Et ensuite, maintenant, il doit avoir l'AG de la FECAFOOT parce que c'est durant l'AG de la FECAFOOT qu'on fait le bilan de la saison dernière. Et ensuite, on se projette sur ce qu'on peut ou pas faire pour la saison à venir. Et donc, on propose une date. Il faut que l'AG valide la date et que les choses se mettent en place. C'est pour ça qu'il a probablement dit après l'AG. Et je pense qu'après l'AG, effectivement, ça va commencer. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est le pourquoi du retard. Le pourquoi du retard, il est simple. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que ici, vous avez 3 entités qui sont d'une importance capitale. Vous avez la fédération, vous avez l'association des clubs et vous avez le SINAFOC. Alors, c'est curieux. Les présidents de clubs, ils disent à la FECAFOOT, nous, on veut l'argent. On veut l'argent des sponsors, on veut ce que vous nous devez sur l'année dernière. La FECAFOOT dit, mais attention, revenons à ce qu'on s'était dit. Je vous donne l'argent,
vous payez les joueurs et je dois avoir les justifs. Je n'ai pas eu les justifs. Donc je ne vous donne pas l'argent. Et le SINAFOC dit, effectivement, les joueurs n'ont pas reçu l'argent. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous là-bas, entre l'Africa Foot et... Mais une chose est sûre, moi, je m'occupe de mes... Ils n'ont pas reçu l'argent. Et que l'Africa Foot qui veut même commencer le championnat, là, avec les mêmes clubs qui n'ont pas payé, moi, je vais attaquer à la FIFA. Je vais attaquer. Donc, si tu veux commencer ton championnat, assure-toi que les responsables de clubs qui doivent de l'argent à certains joueurs ont régularisé. Tu as tous les dossiers là-bas, chez toi. Mais si tu commences avec ces clubs-là, moi, je vais aller à la FIFA. Donc, voilà le schéma dans lequel on est aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment on va sortir, parce que chacun a quelque chose qu'il doit à l'autre, mais je pense qu'en tant que responsable, ils finiront par s'attendre parce qu'il y a l'image du Cameroun et le fait qu'on doit s'arrimer à un calendrier qui est le calendrier de la CAF. Mais ça dit long quand même sur la situation actuelle de notre football où, une fois de plus, c'est les joueurs qui paient le lourd tribut. Albert Taganafouda, une situation évidemment qui n'est pas qui n'est pas saluée du côté des clubs qui doivent se préparer. On a pu, tout à l'heure, on va voir, par exemple, l'Union de Douala qui a commencé à préparer sa saison. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'on en soit encore là? Pour moi, ce n'est pas nouveau. Quand Bimbe dit que l'Assemblée générale va valider la date du championnat et ça va démarrer, ce n'est pas évident. On a connu ça avec la Ligue de football professionnel, avec la LFPC. Là, a été reporté. Oui. Les équipes ont demandé l'argent, ça ne venait pas. On a reporté. Donc, c'est un peu ça. Il faut beaucoup de transparence dans cette histoire financière avec les sponsors. Parce qu'on a connu hier Mohamed qui disait on a reçu tant la Coupe du Monde, on a donné comme ça, et même en département, les équipes recevaient quelque chose. Vous voyez, depuis Qatar 2022, on n'a aucune information. Combien d'argent on a versé? Pourtant, on sait que le chiffre global, c'est dans les 7 milliards, moins 1,4 milliard pour la préparation qu'on a donnée à chaque fédération. Le reste, ça s'est passé comment? La CAN, il y a eu la CAN en Côte d'Ivoire. On est sorti peut-être au deuxième tour, mais il y a toujours des retombées. C'est parti où? On ne sait pas. Donc, je dis, moi, je ne suis pas encore sûr de ce démarrage-là après l'Assemblée, parce que si les présidents de club maintiennent leur mot d'ordre, ce sera difficile. Mais je dis, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. Oui. Au temps de Issa Hayatou, avec des grands présidents comme Congo Dima, Ngassa, Mbazing, ils savaient comment manager ces poids lourds-là pour que ça se joue dans les normes et on jouait le championnat finissait. Ça, je vais vous le dire. En 1998, la Coupe du Monde, avec Vincent, il y avait la CAN au Burkina Faso et la Coupe du Monde. On a joué l'aller et le retour, ça s'est terminé avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire en début du mois de mai, pratiquement au mois de mai. Et la Coupe du Monde commençait le 8 juin. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Maintenant, ces problèmes financiers-là, ça va peser lourd sur cette date-là. Et je dis qu'il y a un problème. C'est vrai, on a eu beaucoup de promesses, il y a eu beaucoup de déclarations, mais il faut faire attention. Quand on fait des déclarations, il faut que les joueurs gagnent 200 000 francs. Tout le monde a applaudi. Mais maintenant, l'argent vient d'où pour payer les 200 000? Vous voulez que les équipes développent les moyens chez les sponsors? Au Cameroun, le sponsoring est très très compliqué. Malgré la loi des finances de 2013 qui dit que si une société met de l'argent dans le sport d'élite, on va dans les taxes, quoi. On va rabattement au niveau de la fiscalité. Voilà, donc, mais personne ne s'engage parce que notre football n'est pas crédible. On ne sait pas où on va.
Et c'est ça qui fait problème. Donc pour moi, pourquoi ça en débat, pourquoi ce retard, c'est tout ça mis dans le même package. Je ne suis pas sûr. Parce que le directeur de la communication dit que c'est après l'AG, mais il ne donne pas une date. Donc moi je suis sûr que le démarrage aura des problèmes. Et je reviens, par exemple au football féminin, où moi je suis dirigeant d'un club, on ne peut pas pendant 2 saisons. Au mois d'octobre, on nous dit tout le monde doit avoir payé tous les frais le 30 octobre. Nous le faisons. Mais tout ça, tout cet argent entre dans les caisses de la FECAFOOT. Mais pourquoi après 10 mois, on joue sans licence et on nous fait faire un championnat en 3 semaines? Mais on nous fait attendre 10 mois. Vous voyez, ça décourage les mécènes que nous sommes, ça décourage beaucoup de gens. Football jeune, on ne voit pas. Donc, si ça va mal en élite, en première, en professionnel, comment ça va aller en bas? Et d'autre part, on nous a dit que la CTR, Conseil de transition. Oui, c'était la transition. Mais quand ça fait 1 saison, 2 saisons, 3 saisons, on ne sait plus si c'est toujours la transition. Il faut confier le football professionnel à une ligue, même si ce n'est pas celle du général Semengue, mais qu'on crée une ligue, qu'on leur confie ça, qu'ils gèrent ça là-bas. Comme ça, la FECAFOOT va se concentrer sur le football amateur. D'accord. On va aller regarder en attendant comment les équipes se préparent pour la nouvelle saison, le cas de l'Union sportive de Douala. Et c'est avec vous, Oni Ladonnette. After a tough previous season, Union Sportive is sharpening its skills for the upcoming campaign. New head coach Anisette Baga has strategically recruited over 23 players, building a robust squad of 36. Effectif de 36 joueurs au moment où je vous parle. Donc, ça fait que... We have a team of 36 players. If you add the 13 players retained last year, we decided to add new players, so it sums up to 36 players. Nous avons juste ajouté des nouveaux pour que ça fasse cet effectif de 36 joueurs. The 5-time league champions are prioritizing the acquisition of a clinical finisher, having relied on a winger for survival last season. Lorsque vous regardez les statistiques l'année passée, le meilleur buteur de cette équipe était le milieu de couloir Hamid. When you check our statistics last season, our best scorer was a winger, Hamid Saini. Now, we wanted to avoid such mistakes. We didn't do a flamboyant recruitment as we would do before. We went for selected players from other clubs, focusing on attackers. Ciblé où nous avons pris des joueurs venant d'ailleurs. Et nous avons mis l'accent, n'est-ce pas, sur les avant-centres. Since winning the CAF Cup in 1979, the team has not acclaimed a domestic title since 2012. Last season saw them precariously close to relegation. The new coaching staff aims to instill stability and improve performance. Lors de ma prise de pouvoir et de fonction, when I was recruited, my intention was to stabilize the team's results. By stabilizing the result, we don't want our supporters to keep complaining. That's our primary objective. And as you know, we'll play a one-pool championship without the playoff up and the playoff down, meaning the bottom 3 are relegated and the top team emerges champion. Les 3 premiers sont relégués et le premier est champion. With 2 months of training completed, the club, like others, awaits the league start date. The Cameroon Football Federation's communication officer indicates that a date will be announced following the FECAFOOT General Assembly on November 15 to 16, 2024. Oni Ladonnette pour ce reportage. On est pratiquement en fin d'émission. Peut-être un commentaire, un mot rapidement, Jérôme Mbango. Vous craignez aussi, vous avez des appréhensions par rapport au démarrage de la saison ou pas? Oui, vous savez, Lydie, le professionnalisme, c'est très difficile. Très difficile parce qu'il faut dire, s'il fallait que la plupart des équipes attendent des subventions, ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque, on a vu tout à l'heure la Colombe.
lorsqu'elle présentait son trophée. Vous voyez que là, il y a un dynamisme. Voilà, là, sa vie, on sent que même si on donne le top départ demain, il y a quelques rares équipes qui sont prêtes sans attendre cette subvention. Parce qu'il y a aussi des équipes qui attendent tout de la fédération pour pouvoir faire vivre leur club. C'est très difficile. Je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, soit au Mali, soit au Sénégal, où des équipes, simplement avec 2 ou 3 joueurs de transférer ailleurs, permet de vivre toute une saison. Mais vous voyez, déjà, l'Union de Douala, plus d'une cinquantaine d'années, voilà les conditions, ils s'entraînent. Et dans ce type de vidéos, il est difficile qu'on vende le club à l'extérieur parce que l'espace d'entraînement n'est pas aussi propice pour une équipe professionnelle. Pourquoi pas donner un peu d'argent, soit pour le stade Mapelépé ou alors dans les bonnes conditions. Vous allez vous entraîner sur la terre battue, venir jouer sur le gazon. C'est pas facile. Donc je dis, le professionnalisme venant avec beaucoup des éléments, il fallait peut-être, comme Georges vient de le dire, diminuer certains clubs et marcher avec les clubs prêts à la compétition. Parce que s'il faut associer cet ensemble, tous ces clubs-là, et la majeure partie des clubs attendant la subvention, ça serait très très difficile parce qu'ils ne vivent pas. Vous allez voir ailleurs une équipe comme le tout-puissant Mazembe. Quand ils attendent quelque chose de la fédération, je vais dire, congolaise de football, non. Même s'il y a subvention, ça ne vient qu'en appui. Mais ici, carrément, chez nous, toutes les équipes, oui, mais ça devait être comme ça dans les équipes des clubs. Si vous allez à Elle allait du côté du Quai, ou alors au Wida Club de Casablanca, c'est pareil. Mais vous voyez ici, voilà, on vient avec 2 millions, on attend la subvention 27 millions, on attend beaucoup de choses, mais il faudra déjà être quelqu'un de très fort pour accéder à la tête d'une équipe au Cameroun, surtout professionnelle. Sinon, vraiment, c'est très difficile. D'accord, en fin d'émission, donc il faudra, Georges, attendre la tenue de l'Assemblée générale. Si on s'attire à ce qu'ils ont dit à la fédération, il faut attendre. Début ou non on attendra, en espérant que les présidents de clubs également seront du même avis que ce qui sortira de l'AG. Mais je pense ça se fera de toute façon. Moi, je suis optimiste parce que je pense que tous ont intérêt à ce que, quelque part, quand même, le championnat démarre. Ouais. Surtout qu'il faut s'arrimer au calendrier international. Voilà. Le chronogramme. Tout se joue au niveau du chronogramme. Il faut que l'Africa Foot sorte un chronogramme pour toute la saison. On sait quand on fait quoi, quand on ne fait pas quoi. C'est ça le fil conducteur. Merci, messieurs, d'être venus. Bah oui. Ça passe vite. Merci bien, Georges Bimber. Merci à Jean Bango, Albert Tarnafouda et bien sûr Eliane Nana de Tarasport qui est avec nous en début d'émission. Merci à Adonis Yamen qui est à la réalisation. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Au revoir.